Si vous voulez devenir riche, vendez de l'immobilier. Si vous voulez devenir fortuné, achetez de l'immobilier. On faisait à peu près chacun 250 000 € hors taxes. Et puis on était jeunes, pas d'enfants. On avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire beaucoup d'heures. Et là, on voit les deux plus gros marchands de biens de la place en train de récupérer leurs enfants à l'école qui était juste en face, nous regarder en disant « Ah putain, les salauds !» Il faut intéresser les gens qui ont vraiment des capitaux. Aujourd'hui, ils font tout pour faire fuir ces gens-là. Donc les gens vendent. T'as beaucoup d'indépendants qui se lancent dans l'indépendance pour se dire « J'ai plus de patron, c'est moi qui décide ». Donc en fait, quand t'es indépendant, le pire patron, c'est toi, quoi. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode avec un invité assez exceptionnel. Vous allez voir qu'il y a eu un parcours atypique et qui fait partie des plus gros réseaux de mandataires en France aujourd'hui. Bienvenue. Salut Timothée. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Est-ce que, même si je pense que pas mal de personnes te connaissent déjà et connaissent le réseau, tu peux me faire une petite présentation un peu de ce que tu fais dans la vie et ton parcours? Ouais, avec grand plaisir. Moi j'ai 40 ans, je suis natif de Toulouse, j'ai créé BSK, donc le réseau BSK, il y a un peu plus de 10 ans. Okay. La genèse, c'est que j'ai toujours été dans l'immobilier. J'ai donc créé mon agence au départ, et puis en 2014-2015, je l'ai transformé en réseau de mandataires. Okay. Aujourd'hui, on est troisième réseau français en termes de nombre de mandataires. On est plus de 4500 mandataires sur toute la France. Et notre métier, c'est principalement la transaction immobilier ancien, neuf, même si la grosse majorité, ça reste de l'ancien, est bien répartie sur tout le territoire. Est-ce que, si on remonte vraiment à la genèse du projet, et peut-être même de ta personnalité, parce qu'en fin de compte, ça, je pense, c'est un déterminant essentiel dans la réussite de quelqu'un, est-ce que toi, tu viens d'une famille de gens qui gravitent dans l'immobilier, qui sont entrepreneurs, qui ont de l'argent, peut-être qu'ils ont prêté de l'argent, ou pas du tout? Non, moi, c'est hyper... D'ailleurs, je pense que ça a été la force, c'est que je viens d'une famille qui vient de l'immobilier. Mon père est arrivé à Marseille dans les années 60. Il est rentré de suite dans l'immobilier, il a fait plein de boulot, mais son oncle était lui-même dans l'immobilier. Et à cette époque-là, tu n'avais pas besoin de carte transaction. En fait, tu avais plein de choses dont tu n'avais pas besoin. Et ils se sont lancés dans l'immobilier. Il a rencontré ma mère. Ils se sont installés à Toulouse. Il a monté ses agences. Et puis moi je suis arrivé quelques années plus tard. En reprenant du coup l'agence familiale? Non, en intégrant. En faisant non, truc, moi je suis parcours scolaire, en fait j'avais du mal à rester assis, donc là tu vois c'est un exercice que je fais aujourd'hui. Et à 14 ans j'ai arrêté les études. Mon père, j'étais une famille de commerçants assez efficace et pragmatique, c'est-à-dire si ça marche pas à l'école, fais autre chose quoi. Fais autre chose, mais fais. Et donc, ça n'a pas du tout dérangé tes parents que tu pas leur du tout, dis, écoute, pas du c'est tout, pas pour pas moi. du tout. Je pense que mon père ça l'arrangeait parce qu'il se disait au moins il paierait pas des études. Ouais, okay. Et puis il voulait, et d'ailleurs c'est une valeur, c'est la valeur travail que moi je prends beaucoup même à mes enfants aujourd'hui. Il voulait surtout pas d'inactivité, donc il m'a dit quand j'avais 14 ans, si ça te plaît pas de problème, mais tu travailles et tu fais autre chose. Donc j'ai fait plein de trucs. J'ai fait de l'alternance dans la mécanique, j'ai fait de la restauration. Et puis arrivé à mes 17 ans, j'ai ma grande sœur qui a soumis l'idée à mon père que je rejoigne une de ses agences en tant que commercial, conseiller immobilier. Je l'ai fait, et ce qui a fait que j'ai adoré, non pas l'immobilier en lui-même, mais plutôt le modèle, c'est que j'avais un petit scooter, et puis je me baladais dans les rues pour prospecter, et j'avais une sensation de liberté. J'étais pas assis dans un bureau, j'étais pas, tu vois... C'est ça qui t'a plu? Ouais, c'est ça qui m'a plu. C'est pas tant à la base l'immobilier en lui-même et tout le reste. Et d'ailleurs, quand j'enchaînais ces ventes, dès le départ, je voyais pas du tout l'argent, j'étais encore chez mes parents, donc en fait l'argent me servait à sortir avec les copains. Tu vois, profiter quoi de la vie. Exactement. Et j'avais pas trop de projets bien précis, moi il fallait que je bosse. Donc je bossais, j'ai fait ça de 18 à 25 ans. Quand à 25 ans, mon père a vendu, lui, il est parti à la retraite et a vendu ses agences. J'aurais pu reprendre, j'en avais pas l'envie, j'avais pas l'envie parce que j'avais besoin de faire une pause et de réfléchir. Tout va vite en fait dans la vie, et tout est allé très vite, et j'avais besoin de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire. Donc j'ai passé un an. Il te l'a proposé quand même? Il m'a proposé, mais il m'a proposé en me laissant entendre non. Ouais, en te laissant entendre si c'est pas toi, c'est pas grave quoi. Exactement. Et puis moi je crois que, pas que j'étais trop jeune, mais je pense que c'est plus dur de reprendre une affaire. Et encore plus d'une famille, voilà, c'est ça, que de créer la sienne, parce que quand tu crées la tienne, finalement, si tu la plantes, t'as pas la sensation d'avoir échoué quelque chose que quelqu'un a construit depuis 40 ans. Donc, moi, mon idée à ce moment-là, c'était surtout pas de faire de l'immobilier, je voulais faire plein d'autres, je voulais voir d'autres trucs. Donc, j'ai passé un an à expérimenter plein de choses, et puis au bout d'un an, j'ai bien vu que, sans dire que ça me manquait, mais la seule chose pour laquelle j'étais faite, mais que je maîtrisais, ça restait l'immobilier. Tu sentais que tu étais fait pour ça? Je sentais que en tout cas,
pour moi, il n'existait qu'un métier, tu vois, c'était le seul que j'avais vraiment fait dans le temps. Et donc, je me suis pas posé la question de savoir s'il y avait d'autres métiers. Pour moi, c'était naturel que j'y revienne presque à ce moment-là. Ok. Et puis, pour avoir une agence immobilière, il faut une carte de transaction. Et pour avoir une carte de transaction, il faut des diplômes. Et donc, il fallait que je repasse. J'avais été plusieurs années et indépendant et salarié. Et en ayant le bac, je pouvais avoir la carte. Donc, j'ai fait une VAE. J'ai repris mes études pour passer mon bac et mon BTS à 26-27 ans. Ah ouais, ok. Voilà. Validé pour avoir la carte T. Exactement. Carte de transaction. Exactement. Donc, je suis reparti dans les bouquins, mais sous un autre format. En fait, c'est là où tout change. C'est que tu fais les choses parce que tu as un but précis à ce moment-là. Et donc je l'ai eu, et puis j'ai monté BSK. Et BSK au départ, c'était simplement un petit bureau de 20 mètres carrés dans le centre de Toulouse, où j'avais 3 copains c'était des commerciaux, c'était mes 3 premiers commerciaux, mes 3 potes que je connaissais depuis longtemps. Et on a fait ça, j'ai fait ça à 4 de 2011 à 2014-2015. Ok. Et quand j'ai vu, parce que j'avais quand même déjà entendu parler des réseaux de mandataires, au moment où je montais la boîte. Et quand, j'ai eu assez d'argent pour pouvoir le faire, parce qu'au départ, j'avais strictement rien. Et puis j'ai vu que ça évoluait très vite, c'est-à-dire 2010, il y en avait certains qui existaient, mais c'était encore ultra léger. Et 2015, tu sentais que ça commençait à pulser, tout simplement parce que le conseiller avait plus les mêmes besoins. Alors je dis pas que l'agence immobilière tradie est terminée, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas le métier avait bien changé, les besoins avaient bien changé. Et puis pour mon projet professionnel, je voyais quelque chose de grand, et donc c'était quelque part l'issue. Se transférer peut-être au régional, national. Exactement. T'avais cette vision-là déjà? Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai même pas eu la régionale, j'ai eu la nationale de suite. Mais ça va pas marché comme ça quand même. Tu vois, c'était pas si facile. On a eu quand même des caps. Moi, j'ai monté la boîte seul, mais seul au capital, mais entouré de toute ma famille. Et je crois que c'était les meilleurs associés du cœur que j'ai pu avoir, parce que j'ai passé des moments hyper compliqués, tu doutes beaucoup, et je pense qu'on connaît tous ce truc-là, et ils étaient là, quelque part, pour me relever, et en tout cas pour me faire confiance, tu vois. Parce que quand t'as 25 ans, se faire confiance, c'est compliqué. Et puis ça s'est fait, et puis on a eu plusieurs caps, et puis on a commencé à être fort en région, Toulouse, vu que j'étais de là, enfin fort de 20, 30, 40, 50, 100 conseillers, puis ça a commencé à monter gentiment, et puis on a eu le Covid. Et le Covid, je crois que tout a changé pour tout le monde. Besoin pour les acheteurs, besoin d'acheter de la résidence secondaire ou d'aller dans des endroits, avoir un petit espace vert, etc. Et puis le conseiller ne voyait plus la valeur ajoutée à travailler en agence et avait besoin de plus de flexibilité. Et on avait déjà pas mal investi. Tout l'argent qu'on avait, on le réinvestissait dans les outils informatiques. Donc on était en capacité à pouvoir offrir à un conseiller l'équivalent d'une agence immobilière à domicile. Et j'ai envie de dire, j'ai testé les deux, même bien mieux qu'une agence immobilière. Et donc de là, en fait, quelque part, c'est la vie qui croise tous ces chemins-là, le besoin des gens d'acheter à l'extérieur pour nos clients, les conseillers de travailler autrement, et puis nous, où on était présents à ce moment-là. Et la croissance a été assez exponentielle, et on est passé de quelques centaines à quelques milliers. Aujourd'hui, on est à peu près 4500 conseillers sur toute la France. Ok, trop bien. On va y revenir sur cette notion technologique, c'est que c'est un sujet qui te plaît pas mal. Est-ce que dans ton parcours, au début, il y a eu un truc que tu as vécu où tu t'es dit, une situation, je sais pas, une prospection qui s'est bien passée, où vraiment ça t'a fait vibrer, où tu t'es dit, putain, je sens que je suis fait pour ça. Je te donne un exemple que moi j'ai vécu il y a quelques temps. Un immeuble qui était à vendre pas loin de chez moi, qui était détenu par deux vieilles dames, que j'ai réussi en prospection à obtenir avec 2 copains à moi qui sont agents immobiliers, pour la petite histoire, et où on savait qu'il y a les autres marchands du coin qui étaient dessus. On a bataillé le deal pendant toute une journée, on est allé 2 fois chez elles, elles ont payé l'apéro et tout, pour qu'au final, le soir même, on arrive à accepter une offre qui était une bonne offre. On sort de l'immeuble, et là, on voit les 2 plus gros marchands de biens de la place en train de récupérer leurs enfants à l'école qui était juste en face, nous regarder en disant « Ah putain, les salauds !» Et c'est là où moi, ça a été une sensation, je me suis dit « Putain, ça, j'adore !» C'est le côté un peu à la fois Sherlock Holmes et à la fois vraiment sentir un peu comme un homme d'affaires, hein, c'est l'image que je m'en suis fait. Est-ce qu'il y a une situation comme ça que tu as en tête, un truc qui te passe par la tête Sur l'immobilier, c'est-à-dire l'achat d'immobilier ou sur la boîte? L'achat immobilier. Où tu t'es dit, putain, ça c'est fait pour moi. La sensation. Cette sensation, et puis je pense que tu es expert là-dedans, vu tout ce que tu as su faire. Moi, dès le départ, j'ai fait des achats parce que forcément, quand tu es agent immobilier, tu vois des trucs passer et ainsi de suite.
J'ai commencé à en faire parce que je revendais beaucoup de biens qui étaient en retour de défiscalisation à l'époque à des gens qui étaient très loin, et donc du coup j'avais un contact différent, et puis j'arrivais en tout cas à rentrer des biens qui étaient plutôt pas mal, et donc des fois moi me positionner, mais ça me faisait pas tant vibrer que ça. Et en fait, ce qui m'a fait passer un cap supérieur, en tout cas dans l'investissement immobilier, ça a été pendant le Covid, au moment où c'est que justement tout s'est mis à l'arrêt, quoi. Ouais, tout s'est mis à l'arrêt. J'avais des copains qui étaient des brokers, donc dans tout ce qui était tertiaire, bureau, commerce, logistique. Ok. Un marché qui était déjà réservé aux institutionnels, en principe, ou aux gros investisseurs privés. Exactement. Sauf qu'à ce moment-là, c'était les premiers à trembler. Ouais. Et moi, j'ai un de mes potes qui s'appelle Geoffrey qui m'appelle un jour et il me dit: t'as déjà pensé? Il me dit: parce que tes apparts et tout, c'est bien, mais est-ce que c'est ce qu'il te faut, etc. À diversifier. Et tu vois, diversifier, d'ailleurs, c'est la clé de la suite de ma vie. Et je me suis dit: écoute, ouais, pourquoi pas, mais bon, j'entendais dire, moi, aux infos, les entreprises désertent les bureaux. Ça va mal et tout. Tu t'es dit acheter de l'industriel. Moi, j'ai dit: écoute, pourquoi pas, mais du coup, j'ai toujours été quand même, sans dire opportuniste, mais j'aimais chercher, tester. Donc j'ai dit: écoute, je viens. Donc on s'est vu sur un bâtiment, et puis ce bâtiment était totalement vide. Et il m'appelait tous les jours. Puis je me dis, pour m'en débarrasser de Geoffrey, même si je l'aime beaucoup, je vais lui faire une offre hyper agressive qui va m'être refusée, et puis on verra bien. Et puis en fait, je fais une offre hyper agressive, et sauf qu'en face, il y avait des gens qui avaient vraiment besoin de vendre, une institutionnelle qui avait besoin de vendre, et qui accepte. Et au moment où il me dit: j'ai une bonne nouvelle, pour moi c'était une très mauvaise, parce que je me dis: mais dans quoi je m'embarque? Le bâtiment vide, il fallait porter, moi j'avais aucune notion du truc, des charges. Trouver des locataires. Trouver des locataires. Et puis on était donc bâtiment vide, il faisait un peu plus de 2000 mètres carrés. Un entrepôt, quoi. Ouais. Un bâtiment de bureau, mais éclaté. Éclaté, le truc. Avec des travaux et tout, quoi. Il y avait tout à faire. Moi, je connaissais strictement rien. D'ailleurs, quand j'ai fait l'audit, on était en période d'exclus, donc j'ai fait l'audit sur la clim, tout ça, et l'agence me disait: est-ce que tu veux aller faire un audit sur ça, etc. Moi, j'ai dit: écoute, on y va maintenant, de toute façon, parce que même si on me dit que la clim est éclatée, de toute façon, voilà, j'y vais. Et puis je l'ai fait, et en l'espace entre le compromis et l'acte, j'ai commencé en tout cas, le broker a commencé à avoir beaucoup de demandes. Après commercialiser pour c'est ça. Essayer de louer avant même que tu sois propriétaire. Exactement. Et je me suis dit, tout comme pour les appartes, si tu veux faire la différence, fais au moins la différence à l'entrée. Et j'ai au départ fait juste les communs, et j'ai fait des communs plutôt sexy, plutôt beau, tu vois, un peu espace coworking, très propre. Et en fait, je me suis retrouvé, dès que le mois j'ai acté, à avoir tous les locataires qui sont arrivés en l'espace d'un mois. Ok. Tout s'est fait, donc j'ai rempli à 100%. Combien de locataires au total? Là, il y a 4 locataires, dont un qui a une grosse partie. Et puis en fait, le truc s'est rempli tout seul. Alors, je parle même pas de la rentabilité qui est forcément plus élevée que ce que j'avais au préalable, mais j'ai aimé ça, et je me suis dit: c'est un truc que je veux continuer à faire, parce que c'est un marché qui est beaucoup plus petit. Avec beaucoup moins d'acteurs, et là où c'est qu'il y a une grosse différence, et je dis j'ai de la valeur ajoutée, c'est que soit tu as les gros institutionnels qui sont très peu agiles, soit t'es le petit investisseur privé, et en fait t'as une agilité qui est beaucoup plus forte. Et tu vois, et cette agilité, en fait, que ça soit dans BSK, où je pense qu'il a fait la différence, ou dans ma partie d'investissement privé, c'est ce qui fait que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as la capacité entre le matin et le soir de faire un deal, de monter ce deal, et d'oser le faire sans passer par divers strates. Un conseil d'administration. Exactement. Puis ensuite un truc qui va analyser le dossier. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui se posent des questions à se dire: mais comment faire? Mais en fait, déjà, leur propre force, c'est déjà de pouvoir le faire sans reporter à 50 personnes. Donc le fait d'être seul, des fois, c'est l'avantage que les autres n'ont pas. Bien sûr. Et donc ça a été une force. Au début, tu te sens pas légitime dans tous ces trucs-là, et puis il faut passer à l'action, et dès que tu passes à l'action et que ça marche, tu te rends compte que ça le fait. Ouais, c'est ça. Tes parents, du coup, qui viennent du milieu de l'immobilier, si tu avais un truc où tu te dis le plus grand avantage, ou je dirais la plus grande valeur, la plus grande compétence qu'ils t'ont transmis, si tu avais un truc à retenir d'eux, une sorte de morale un peu, ce serait quoi par rapport à l'IMO? Alors ma mère était à la maison et s'occupait des enfants. Mon père, c'est même quelque chose de plus large, je vais dire. C'est une valeur travail très forte, c'est-à-dire fais des heures et il en sortira quelque chose. Fais pas semblant. Et donc, alors c'est ce qui fait que ça a toujours été compliqué, parce que quand j'ai bossé avec lui, les vacances n'existaient pas. Il me disait: si tu pars en vacances une semaine, tu vas louper des deals. Donc il me dit: après, tu viens pas pleurer. Il me dit: moi je t'avancerai pas d'argent. Donc du coup, tu commences à te dire. Ah ouais, donc il était dur, quoi. Ouais, dur, très dur. Et pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui est encore très dur aujourd'hui, mais cette valeur travail, il a dit: même si t'as pas les compétences, par le travail, tu vas apprendre des choses. Et donc en fait, je pense que c'est ce que je retiens le plus, tu vois, la partie gestion, bon père de famille, les valeurs familiales, donc vraiment quelque chose de très sincère, et puis la valeur travail qui est très forte. Ok, trop bien. Quand tu as lancé BSK, donc tu étais agent immobilier,
Quel est le truc où tu t'es dit, tiens, je vais pivoter, transformer mon agence en réseau? Et à cette époque-là, est-ce que c'est parce que l'agence fonctionnait moyen ou est-ce que, comme tu disais, c'est une opportunité où tu te dis, bah tiens, il y en a pas mal qui prennent la vague en ce moment, moi j'ai envie de me développer, je vais partir sur un réseau de mandataires? Et moi, alors, ce qui est assez bizarre, je vais te dire, c'est les circonstances de la vie, c'est que quand j'ai voulu monter l'agence, j'avais pas du tout d'argent. N'ayant pas d'argent, j'aurais rêvé à ce moment-là d'avoir un beau pas de porte dans une très belle rue de Toulouse où tu as de très belles agences. Mais la banque voulait pas me prêter, bon, c'est compliqué. Donc je n'ai trouvé qu'un petit bureau de 20 mètres carrés sur un premier étage. Ok. Et pendant 4-5 ans, on a super bien tourné, tous les quatre, on faisait tout ce qu'il fallait. Puis je rencontrais des gens qui venaient d'autres réseaux. Et puis je me suis dit, mais en fait, on fait mieux qu'eux. On faisait mieux que des agences qui avaient pignon sur rue. Et puis je voyais ces réseaux qui commençaient à performer fortement. Et moi j'avais quand même ce projet aussi entrepreneurial de faire quelque chose de grand. Et je me suis dit, en fait, t'es légitime parce que t'es un réseau de mandataires déjà aujourd'hui. Sauf qu'on n'était que 4. Ouais. On n'a pas de vitrine. On investit sur des supports pubs. Sauf qu'on n'était pas encore hyper investi dans le digital. On louait des outils en SaaS. Je m'étais pas payé pendant 4-5 ans. Donc je m'étais dit, toute la trésor que j'ai, c'est le moment ou jamais de faire tapis et de développer mes propres outils. Ah ouais, donc c'était pas la grand vie à l'époque, je veux dire, non, c'était pas l'agent immobilier qui arrive avec la dernière berline toute option. Non, et d'ailleurs, et d'ailleurs, moi j'avais le sentiment, mon comptable m'appelait et il me disait, bon, moi je faisais beaucoup de trajets en voiture, donc j'avais des indemnités kilométriques, ce qui me suffisait largement. Et puis mon comptable me disait, non mais ça fait de l'IS, il faut vous payer, monsieur Pelletier. Et moi j'avais la sensation que de me payer, j'appauvrissais ma boîte. Et ça a duré 4-5 ans. Donc je voulais pas me payer, et puis j'avais pas forcément besoin de me payer, j'avais ma compagne qui travaillait, moi aussi. On avait un petit T2, tout allait bien, on a une autre fille, dans un petit T3, tout allait bien, sauf que, et là tu as raison de le dire, je voyais beaucoup de gens dans l'immobilier qui avaient des belles caisses. Des flambeurs. Ouais, et quand même, à un moment donné, t'as envie toi aussi, quoi. Tu vois, moi j'avais mon scooter, un Piaggio LX 125 qui tenait avec du scotch, et j'avais quand même envie de me faire plaisir. Et un jour, donc, je vais chez Audi, je voulais un Q5 exactement, j'achète le Q5. Une voiture familiale. Voilà, c'est ça. Je la prends, et puis au moment où je l'ai, alors très excité par l'idée, au moment où il m'appelle pour me la livrer, je démarre la voiture, plus du tout d'excitation. Et je me suis rendu compte que le plus grand des plaisirs, c'était avant et pas forcément après. Et je me suis dit, à faire ça, de temps en temps, encore au pire, tu t'en loues une. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout sur le matériel, mais il faut trouver un sens quand même aux choses, tu vois. Donc j'ai toujours essayé de trouver le sens de pourquoi beaucoup de travail, pourquoi beaucoup d'heures, pourquoi beaucoup de projets. Faut arriver à trouver un peu le goal, quoi, tu vois, le why du truc. Et puis je me suis rendu compte que le seul truc qui me faisait vibrer, c'était de pouvoir, avec tout ça, et on le disait tout à l'heure, partir avec tes enfants en vacances, faire des trucs très simples, mais de rester sur des trucs hyper simples, parce que sinon à la course à ça, t'y perds, je pense, tout le temps, quoi. Quand tu dis à l'époque on tournait bien avec mes associés, vous étiez 4, hein, si je dis alors pas de bêtises. Ils étaient conseillers, moi j'étais seul, mais c'était des potes, quoi, plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça, c'était des amis en plus. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire pour un agent immobilier? Alors à cette époque-là, probablement que ça a changé. Qu'est-ce que ça veut dire bien tourner? Si on prend, je sais pas, un nombre de transactions par an, un nombre de chiffres d'affaires, de commissions générées pour l'agence à l'époque, ça représente quoi à peu près? Je crois qu'à cette époque-là, on était en 2011-2012, enfin entre 2011 et 2014, on faisait à peu près chacun 250 000 euros hors taxes sur des commissions moyennes à 6 000 parce qu'on était que sur du produit ou du retour de produits d'investissement, donc on n'était pas sur des commissions moyennes à 25 000. Comme moyenne, c'était 6-7 000, et donc on en faisait quand même un grand nombre. On n'avait jamais de période à vide, et puis on était jeunes, pas d'enfants. On avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire beaucoup d'heures, et on tapait des heures à fond, on faisait du téléphone, de la prospection, et quelque part, on était sur le même truc, et on se disait tous les matins quand on se voyait, ok, à ce soir, et puis on va taper aux portes, et puis on va rentrer des choses. Rentrer du mandat. Ouais, à la manière de toutes ces boîtes de menuiserie. Et d'ailleurs, très souvent, aujourd'hui, je le vois, ceux qui tournent très fort, c'est ceux qui ont cette capacité à aller prospecter. Ouais, bien sûr. Tu vois, et pas le commercial. Et pas à se dire, je vais prendre un logiciel magique qui va me faire la prospection à ma place. Tu vois. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as voulu te spécialiser Tu disais tout à l'heure que tu avais des potes qui étaient plutôt brokers dans les locaux industriels, tout ça. Toi, tu es resté sur de l'habitation? Ouais, je suis resté sur ça parce que c'était le plus facile. Est-ce que c'était le plus judicieux? Je sais pas, parce que tu vois, si on parle de broker, c'est quand même c'est un petit microcosme où ils gagnent quand même très très bien leur vie, tu vois, si on parle d'argent, mais qui est réservé à certaines strates, et donc c'est très compliqué d'arriver à percer là-dedans.
Moi, je connaissais juste ce marché-là de l'habitation, quoi. L'habitation et du petit investissement. De la petite surface. Ouais, moi, c'était vraiment mon truc, c'était le T2, T3, T1 d'investissement locatif. Donc, tu vendais plutôt à des investisseurs qu'à des primo-accédants. Exactement. Je vendais très, très peu à des primo-accédants. Quasiment qu'à des investisseurs. Et ça marchait bien, même si, tu vois, on parle de taux élevés aujourd'hui. Ouais. Moi, quand c'était à cette époque-là, les taux étaient quand même beaucoup plus élevés que ça. Ouais. Et le marché tournait très bien. Ouais, donc c'est pas du tout une limite ou quoi que ce soit. Ouais. Sur le métier d'agent immobilier, on entend un peu tout et rien. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont, je sais pas, vendeurs en boulangerie la veille et qui prennent une carte de mandataire le lendemain et qui se mettent à vendre des biens immobiliers. Et j'en connais qui sont excellents. C'est-à-dire qui arrivent, alors qu'ils étaient vendeurs en boulangerie, à faire rentrer plus de mandats, à vendre plus de biens leur première année d'exercice que certains agents immobiliers qui sont sur la place depuis des années. C'est quoi pour toi le plus gros bullshit qu'on entend sur le métier d'agent immobilier? Le truc où tu te dis, ça on l'entend partout, mais pour moi c'est vraiment une énorme connerie. La plus grosse connerie qui peut être dite, c'est les agents immobiliers, ils se gavent. Ok. Comme dans tout métier, on parle d'un boulanger, t'as des boulangers qui excellent dans ce qu'ils font, comme des pâtissiers, et t'en as qui galèrent. Dans l'immobilier, et c'est vrai que dans les réseaux mandataires, on a été pas mal, pas accusés, mais de ces gens-là qui étaient la journée serrurier et le soir agent immobilier. Est-ce que c'était une double activité pour eux? Je pense que c'était une envie profonde pour ces gens-là de se dire... De changer. Et contre toute attente, en fait, et tu as raison de le dire, tu as des gens comme ça qui ont beaucoup mieux réussi parce qu'ils se sont rendus compte que dans leur activité passée, ils drainaient un nombre de personnes et un carnet d'adresses énorme. Et en fait, le secret, il reste, on parle de prospection, mais dans le nombre de personnes à qui tu adresses, qui tu parles. Et ça reste un métier d'humain. Moi, au tout départ, j'avais des apporteurs d'affaires qui étaient des facteurs. Ah ouais beaucoup de facteurs qui étaient apporteurs d'affaires parce que forcément, eux, ils voyaient les trucs. Donc, ah ouais, incroyable. Et combien de facteurs ont arrêté de bosser à la poste pour devenir agent immobilier? Parce qu'il s'est dit, attends, moi c'est bien, j'ai 3 caisses de champagne par an, parce que j'ai fait avoir 3-4 ventes. Et puis, combien t'as pris sur la maison? 12 000, 10 000, 8 000. Et puis un jour, il s'est dit, attends, mais je vais le faire moi-même, quoi. Exactement. Sauf que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand ça marchait pour eux, c'est parce qu'ils avaient un métier qui leur permettait de rencontrer beaucoup de gens au départ. Et quand ils basculaient, c'était plus le cas. Donc c'est là où il faut avoir la capacité et la force de caractère de se dire tous les jours je dois être sur le terrain. Et moi, tu vois, c'est un truc que je dis parce que chez BSK, on est très digital. Tous ces réseaux mandataires sont un peu prop tech, tu vois. On dit qu'on appartient quelque part à la tech parce qu'on a tous ces outils-là. Mais il y en a trop qui l'entendent et qui se disent ok, donc moi je vais rentrer dans un réseau mandataire et puis tout va tomber tout seul. Les deals. Ces promesses, en fait, finalement, tu vois, c'est le truc, quelle que soit l'enseigne, que tu la vois à la télé ou pas, t'as pas un lead qui va t'arriver. C'est une connerie folle. Et les leads qui vont t'arriver, tu sais d'ailleurs, toi qui as fait énormément d'investissements, tes meilleurs deals, c'est des deals que tu es allé chercher toi. C'est clair. En prospection directe. Exactement. Et si tu arrives à te dire, la prospection, c'est ce que mon père a réussi à m'inculquer. Au début, j'avais pas envie. Taper aux portes, t'as 18 ans, t'as ton sandwich et ton Solid Light, t'es là. Et puis il me dit, vas-y, juste pour rencontrer, poser des questions sur leur vie. Cherche pas à savoir s'ils ont un truc à la vente. Et il me dit, ça viendra tout seul quand tu te présenteras. Et c'est vrai que prends-le comme une partie de plaisir. Et donc j'y allais, et puis je marchais, et puis je tapais aux portes, où je parlais au boulanger, au mec au café, etc. Et puis à la fin, tu vois, la bienveillance fait que quelque part on te fait confiance et tu deviens légitime. Et quel que soit ton âge ou ton milieu social, tu peux arriver en tout cas à faire des choses dès l'instant où c'est que tu t'impulses quelque part cette énergie-là. C'est un métier de commercial avant tout, je pense. Exactement. Okay. Est-ce que pour les gens qui regardent la vidéo ou pour qui c'est pas très au clair, tu pourrais expliquer pour toi les différences fondamentales entre une agence immobilière classique et un réseau de mandataires généraliste, on va dire? Ouais, alors globalement, c'est que ça reste de toute façon le même métier. Ok. Le métier est pour un conseiller d'agence ou de réseau, c'est je vais chercher du mandat de vente, donc je vais chercher des biens à la vente, et puis je vais les publier, ou en tout cas en parler avec des collègues ou autres pour les sortir. La grosse différence entre l'agence et le réseau mandataire, je pense que, il y a la rémunération, c'est la première chose. Dans une agence immobilière classique, ils rétrocèdent entre 35 et 50% des honoraires d'agence. Donc, quand ils facturent 10 000, on va transférer. Moi, je touche 5 000, par exemple. Voilà, entre 3 500 et 5 000 euros. Ok. Puis après, tu auras tes impôts et tes charges dessus. Dans un réseau de mandataires, comme le nôtre ou dans le top 2, top 3, on va rétrocéder entre 70 et 98% des honoraires de transaction en fonction de la production. Donc forcément, le commercial qui est dans une agence et qui performe et qui fait 100 000 à l'année, il sait que pour le même travail, il va quasiment toucher le double dans un réseau mandataire. Ça, c'est la première différence, mais tout ne se résume pas à l'argent. Et si les gens font ça que pour la rétrocession, ça ne marche pas.
les réseaux de mandataires ont énormément investi sur de la formation. Donc, on a des campus en ligne, et je vais parler plutôt pour nous, mais les autres, c'est exactement pareil. En tout cas, les autres, ce top 3, je vais plutôt parler sur ça. On a des campus en ligne qui sont éligibles loi Allure, donc toutes les formations sont créditées loi Allure, avec des heures indéfinies, des thèmes indéfinis, du digital, du marketing sur la transaction, la prospection. Donc, ils vont vraiment pouvoir se former et performer. On a beaucoup d'outils digitaux qui sont faits maison, donc quelque part, moi quand on a investi dessus, c'était pour leur faire comprendre, laisse-nous faire le job de ça et va sur le terrain. Ok. Sauf que tu en as certains par contre qui disaient, en fait, les outils font tout à ma place, donc je vais aller un peu moins sur le terrain. Et là, c'est là où ça commence un peu à foirer. Pour ceux à qui ça marche pas, donc je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, et d'ailleurs on a 25% on était à 2% de part de marché il y a encore 4, 5, 6 ans, les réseaux mandataires, on est à plus de 25% aujourd'hui, ça veut juste dire... 25% des transactions sont faites... intermédiées par les réseaux mandataires. Ah putain, c'est énorme. Une vente sur 4. Ok. Et on a, malgré d'ailleurs la période qu'on a traversée, continué à gagner des parts de marché. Donc, d'un côté, la promesse B2B2C, donc au client final, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'on rend un service parfait à notre client avec un coût bien plus équitable. Tu vois, on a un meilleur partage de la valeur avec le conseiller et un meilleur partage de la valeur, du pouvoir d'achat avec le client final. Donc on fait quand même gagner, on a fait gagner énormément de pouvoir d'achat sur le client final. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, notamment par la maison des mandataires, pour pousser en tout cas le modèle. La seule chose qui fait que certains restent en agence, c'est parce qu'ils ont encore besoin d'avoir des gens derrière eux, un directeur d'agence, qui tous les matins doit lui dire, bon allez, faut que tu ailles prospecter. Donc pour toi, c'est entre guillemets des salariés un peu déguisés, des gens qui ne sont pas autonomes. Qui ne sont pas encore autonomes ou qui ne le seront jamais. Ouais, parce que c'est pas leur truc. Exactement. Ou qui se disent, moi j'ai besoin d'avoir mon copain le matin pour boire le café. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est devenu totalement faux parce que dans les réseaux mandataires bien structurés comme le nôtre, ils se regroupent. Ouais. Tu vois, nous on a un système de marketing de réseau, donc où les gens peuvent développer leurs équipes et leurs fonds de commerce. Et donc tous les jours, ils se voient. T'as un volet très social dans notre activité. Moi, il y a des conseillers qui ne performent pas beaucoup, qui vont faire une vente dans l'année. Tu vas te demander même pourquoi des fois ils vont rester, mais en fait ils vont rester parce qu'ils y ont rencontré là-dedans des gens intéressants, et des gens avec qui il y a vraiment beaucoup d'affectifs, des gens qui se retrouvent très seuls et qui retrouvent dans ce genre de structure quelque part des collègues avec qui ils vont dîner le vendredi, avec qui ils vont boire un café, ils vont faire des opérations de prospection, donc il n'y a plus le côté solitude là-dedans. Quelle est la particularité du réseau BSK? Si par exemple moi je me dis je pense à je sais pas, Capifrance, IAD, BSK, qu'est-ce qui fait que BSK est différent des autres? Je vais parler de moi déjà, j'aime pas parler de moi mais je vais être obligé quand même. BSK, c'est devenu aujourd'hui c'est un des seuls réseaux, dans les gros réseaux, j'entends. Je sais que ça a la réputation d'être celui qui rétrocède le plus aux gens du réseau. C'est ça. En fait, je suis plutôt parti sur quelque chose, quitte à ce que ça soit moins profitable pour l'entreprise, mais plus profitable pour la personne qui vraiment génère, en tout cas, la valeur de l'enseigne. Donc forcément, on a beaucoup plus de personnes qui viennent de l'immobilier et des vrais producteurs qui nous rejoignent. On a plus de 70% des conseillers qui viennent chez nous, qui sont déjà issus de l'immobilier, donc ils savent vraiment pourquoi ils viennent. Il y a ça, l'authenticité, je crois, en tout cas, et la proximité. Et puis, le choix des projets vient, en tout cas, de ma propre activité. Et au siège, on a énormément de personnes qui viennent de l'immobilier. Tu as des enseignes aujourd'hui, dans ces réseaux-là, qui sont détenues par des gens qui n'ont jamais fait ce métier. Et je ne critique pas. Sauf qu'en fait, quand ils développent, ils font des choix de développer des outils. Pas comme un agent immobilier. Non, et puis je trouve qu'il n'y a pas de sens, quoi. Tu as des outils qui se développent aujourd'hui où ils investissent énormément de temps, alors qu'il faut des choses pragmatiques, des choses efficaces et des choses qui fonctionnent réellement. Tu vois, c'est réellement ça. Et puis après, on investit tous sur formation, animation, on prépare toujours des animations, on fait des voyages avec les conseillers, on les a amenés à Ibiza pour nos meilleurs conseillers, on fait des roadshows à travers toute la France pour continuer à faire de la proximité. Et donc, la proximité, l'authenticité, toutes ces valeurs-là, et puis forcément après le partage de la valeur au niveau financier qui est forcément plus avantageuse pour eux et donc forcément ils y trouvent leur compte à ce moment-là. Si moi je connais rien en immobilier, je me dis tiens je prendrais bien une carte chez BSK, j'encaisse je sais pas 10 000 euros d'honoraires sur une vente, grosso modo combien il va me rester dans ma poche? Alors dès le début, parce qu'en fait, tu touches de 75 à 98% en rétrocession, mais en fonction du chiffre d'affaires que tu vas générer entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc plus tu gagnes, plus on te redonne. Voilà. Mais dès le départ, tu auras 75%. Donc tu fais 10 000 euros, on va te reverser 7 500 euros.
Et le reste, ça part pour le réseau. Le reste, 2500 € qui part pour le réseau. Et encore que dans les 2500 €, nous, on rétrocède aussi une partie au marketing de réseau. C'est-à-dire que souvent, tu as un parrain qui est au-dessus, admettons, qui t'a fait rentrer. Lui, on va lui rétrocéder la partie des 7% et ainsi de suite. Donc, on a la partie qui est liée de rétrocession, mais qui n'impacte pas le conseiller sur la partie marketing de réseau. Et puis, pour le conseiller, lui, il va percevoir ses 7500 € sur un exemple à 10 000. Et puis, de là, après, il va devoir payer, lui, sa TVA et ses charges. Si on prend l'exemple qu'il a été... Donc, il me reste combien si on prend l'exemple de 10 000 moi, je vais faire une cote très mal taillée, mais tu perçois 7005, je vais dire que tu vas enlever 40% l'un dans l'autre. Ouais, il te reste la moitié à peu près. Ouais, la moitié. Donc, si je fais une vente par mois, je gagne quand même... Très bien ta vie. Ouais, c'est ça, par rapport à la moyenne française. Exactement. Mais c'est d'ailleurs... Moi, j'ai des gens souvent qui auraient la capacité à aller plus vite, plus fort. Ils me disent, mais attends, mais moi j'étais... je te donne un exemple, chez Decathlon avant, je gagnais 1400 € et je travaillais du lundi au samedi. Et aujourd'hui, je fais une vente tous les 2 mois et je suis déjà au-dessus. Donc moi, moi, je veux juste être à 17h avec mes enfants, si je le peux, parce que des fois, je leur dis, ouais, mais ok, mais faut se dire aussi que les gens qui visitent, ils visitent quand ils vont pas chez leurs enfants. Donc, le samedi matin, plutôt que d'aller boire le café, est-ce que tu es en capacité à te lever à 7h pour aller faire des visites? C'est là le seul point, on va dire, délicat. Mais c'est valable pour tous les indépendants. Tu as beaucoup d'indépendants qui se lancent dans l'indépendance pour se dire, j'ai plus de patron, c'est moi qui décide. Je décide à l'heure où je me lève, je décide quand je veux le faire. Sauf qu'en fait, quand tu es indépendant, le pire patron, c'est toi, quoi. On devient patron de soi-même, de sa propre boîte, quoi. Exactement. Et normalement, naturellement, quand tu te levais pour un patron à 9h, pour toi, tu devrais vouloir te lever à 6h. Ça. Et si on reste logique et sensé. Mais t'en as qui ne le comprennent pas, ça. T'en as qui viennent pour les mauvaises raisons. Moi, j'en ai certains qui viennent, et d'ailleurs, je leur dis, laisse tomber. Ils me disent, moi, j'en ai marre, je me lève tous les matins à 6h. Et mais bon, si tu viens pour te lever à 10, c'est fini, quoi. Tout le monde est passé derrière toi. Il faut faire autre chose, quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment... Mais c'est le danger pour tous les métiers indépendants aujourd'hui. Et depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont lancés là-dedans. Je pense qu'il y a un turnover quand même assez fort dans beaucoup de métiers. Simplement dû à un manque d'éducation sur l'indépendance. Au sein du réseau BSK, il y en a qui font ça à temps plein et je crois comprendre qu'il y en a qui font pas forcément ça à temps plein, qui ont un métier à côté. Si tu nous donnes la fourchette de, grosso modo, ce qui est considéré comme des petites activités et ce qui, dans ta tête, fait partie des grosses activités, des gens qui rentrent quasiment le plus de mandats sur le territoire français. On a ceux qui sont là, quand je dis une petite activité, qui font ça, mais... En plus peut-être d'un job. En plus, et qui vont faire entre 20 et 40 000 € par an d'honoraires. Ce qui représente peut-être une dizaine de ventes, même pas. Même pas, Aujourd'hui, la com moyenne, vision macro pour la boîte et même pour, je pense, quasiment tous les réseaux, c'est 7 000 € par mois. La commission moyenne. Quand même. C'est la commission moyenne, c'est entre 6 700 et 7 500, donc on va dire 7 000. Donc tu vois, quelqu'un qui fait 30, il va faire 4 ventes, quoi, on va dire, grosso modo, 4 ventes, une vente par trimestre. Ce qui est en soi... pas énorme quand on sait qu'il y a certains... Enfin, moi, j'ai en tête un agent immobilier qui est par chez moi, alors qui fait partie des vieux de la Vielle, qui m'a appris énormément de choses sur l'immobilier, m'a invité à bouffer et tout, je lui ai posé plein de questions. Et il me disait que dans ses meilleures années, il faisait plus d'une vente par semaine. Ah oui. Ah non, mais je vais te donner l'exemple de nous. J'aime pas toujours parler que des meilleurs parce que tu vois, t'as la sensation d'en vouloir un peu à ceux qui font pas, mais non. Mais d'ailleurs, parce que ces meilleurs-là, en tout cas ces meilleurs, ceux qui performent le plus, je sais pourquoi ils le font. Ils font 14 heures par jour, donc après les gens libres à eux de faire autant. Bien sûr. Mais je crois que chez nous, ceux qui vont performer le mieux, ils vont être entre 5 et 8 ventes mois. Tu vois, donc ils vont faire. Il y en a un qui a fait son meilleur mois avec 17 ventes. 17 ventes. T'en as, c'est des phénomènes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu vois l'effort qu'ils font, même eux, la scalabilité qu'ils ont eu, l'effort pour faire ces ventes, l'inertie est tellement forte aujourd'hui dans le bouche à oreille qu'en fait, ils prospectent plus déjà. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Et puis, ils vont sur des produits où ils sont convaincus que ça va sortir. Donc, ils ont un discours très honnête avec le client. Parce que dire à un client, ça vaut tel prix, en tout cas, je l'estime à tel prix, c'est être honnête que de dire le vrai prix, plutôt que pour prendre un mandat, dire 100 000, parce que le mandat ne te fait pas manger. Et il ne te fait pas manger. Et deux, c'est une fausse promesse que tu fais au propriétaire. Donc, tu vois, pour moi, j'ai toujours prôné la transparence. Quitte à pas avoir un mandat, au moins, j'ai dit la vérité. Donc, chez nous, et puis tu performes bien, je pense, à partir de 80 000, 80, 100 000 €. Et après, tu en as certains chez nous qui font 400, 500, plus de 500 000 € par an. Mais il y a plein de trucs qui font que ça fait 10, 15 ans qu'ils font ça.
hyper assidu, hyper régulier. Un réseau énorme. Ouais, un réseau énorme. Mais quand ils l'ont fait il y a 15 ans, je pense à un en l'occurrence, quand il a démarré il y a 15 ans, il était strictement rien. C'est-à-dire, il était inconnu au bataillon, il a démarré dans une agence, il a fait ses porte-à-porte, sauf qu'il a eu la régularité, tu vois. Ouais, et donc sur la durée, forcément, ça s'inscrit, tu te fais connaître. Moi, admettons, aujourd'hui, je me dis, la médecine, j'en ai marre. Je veux prendre une carte chez BSK pour devenir mandataire immobilier. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais me donner? C'est-à-dire, pourquoi c'est toi le parcours idéal? Est-ce qu'il faut que je reste tout seul, que je fasse le plus de ventes? BSK organisé comme un réseau un peu de MLM. Donc, est-ce qu'il faut que j'ai le plus de gens dans mon équipe? Parce que sur ces personnes-là, j'ai une partie aussi du travail qu'ils vont faire. C'est quoi un peu le parcours idéal selon toi? Si tu démarres, je dirais que d'abord, tu vois, travailler pour soi-même. Avant de vouloir coopter des gens, parce que recruter, coopter, c'est pas forcément compliqué. C'est un métier qui intéresse beaucoup de monde. Sauf que je prône la légitimité, c'est-à-dire, je pense quand même qu'il faut avoir fait ses preuves pour pouvoir dire à des personnes rejoins mon équipe. Il y en a beaucoup qui le font pas et pour qui ça fonctionne. Mais moi, légitimité avant tout. Et puis surtout, ne pas compter que sur les autres. Alors c'est sûr que ça génère des revenus entre guillemets passifs qui sont très conséquents pour certains. On a des équipes de 10, de 20, de 30, de 100, de 1000, jusqu'à 1000 personnes dans certaines équipes. Ah ouais. Donc forcément les revenus. Ah ouais, c'est énorme. 1000 personnes. Ouais, 1000 personnes. Mais ces personnes-là continuent aussi à faire de la production pour la simple et bonne raison, c'est que comment dire, quand ils réunissent des équipes, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, ou je pense en tout cas qu'il faut faire comme ça, si toi-même tu ne l'appliques pas. Donc je pense qu'au départ, il faut réellement être dans son propre onboarding, tu vois, pour maîtriser le métier. Et une fois que tu le maîtrises, tu peux commencer à pouvoir constituer une équipe qui, au-delà de t'apporter des récurrences financières, va aussi t'apporter quelque part cet esprit un peu fédérateur et de groupe. Et l'indépendant, la seule chose qui peut lui manquer dans un réseau, c'est l'isolement. Enfin, c'est le seul truc qui peut leur faire un peu de mal. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'avais investi sur le marketing de réseau, pas tant pour le volet exponentiel, parce que c'est vrai que la boîte est passée de 0 à quasi 5000 conseillers en quelques années, grâce et aussi à ça. Mais je l'ai surtout fait parce que j'observais que le turnover, les gens qui quittaient des réseaux de mandataires, souvent le quittaient parce que l'échec arrivait de la solitude. Alors que quand tu crées une équipe de 3-4, si tu fédères bien le truc, sans aller dans des équipes énormes, tu fais des points réguliers avec eux, t'as pas d'ascendant, tu vois, c'est vraiment, moi je le considère comme ça, c'est pas parce que t'es au niveau supérieur que t'es le patron de celui d'en bas. D'ailleurs, il n'y a pas de patron dans l'histoire, mais tu peux vraiment travailler en groupe, te répartir un peu les tâches, croiser un peu les demandes, les acquéreurs, les vendeurs, et donc c'est bon à tout niveau. Aujourd'hui, tu as décidé il y a quelques temps déjà de vendre une partie ou de faire rentrer des associés au capital. Pourquoi est-ce que, alors que tu pourrais siroter des cocktails sur une plage, tu décides aujourd'hui de toujours rester à la tête du réseau, de d'ailleurs continuer à chercher à le développer? D'où est-ce que ça vient et pourquoi faire tout ça? Alors, tu vois, c'est la question. C'est la question à $1 million. C'est la question que personne. En tout cas, cette réaction, personne ne l'a compris il y a 3 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans, on a ouvert le capital à des fonds d'investissement. On a eu des propositions d'industriels pour reprendre la boîte à 100% et ainsi de suite. Et beaucoup de personnes de mon entourage très proche m'ont dit, quand ils ont vu tout ce qui se passait, j'avais 35 ans, et pourquoi maintenant voilà, ce que tu disais. On va faire autre chose. Voyager, prendre le temps de vivre, ainsi de suite. T'acheter une grosse voiture. Exactement. Eh bien, je peux pas te dire pourquoi je l'ai pas fait. En tout cas, au fond de mon cœur, à ce moment-là, la peur du vide déjà. La peur du vide parce que donc j'ai compris que de toute façon après ça, j'aurais pu strictement rien faire pendant beaucoup d'années. Et en fait, c'est ce qui m'a fait le plus peur. D'ailleurs, tu es médecin, et je me rappelle quand j'étais petit, j'avais mon médecin de campagne que j'ai suivi, que j'aime encore énormément, et pourtant il est à la retraite, mais c'est plus qu'un médecin dans les villages. Et quand j'ai ouvert la boîte, il m'a dit prends soin de ton bébé, il prendra soin de toi, donc en parlant de ma société. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu un écho énorme. Donc j'ai pris soin de ma boîte énormément. Et puis le jour où c'est arrivé, je l'ai recroisé. Il s'est mis au golf, il est à la retraite maintenant. C'est le généraliste de campagne qui faisait des heures sans arrêt, qui prenait pas soin de lui. Et puis je lui explique ce jour-là. Et puis il me dit, tu sais, si tu fais rien, il me dit, si tu t'occupes pas de ton cerveau, il va s'occuper de toi. Et il me dit, donc il faut vraiment que tu sois préparé à l'après. Et que tu aies vraiment quelque chose derrière toi pour être sûr, parce que l'argent ne sauvera rien. Et il a eu énormément raison. La seule chose, c'est que je pense que dans ma vie, au-delà de ma famille, je n'ai que ça. Tu vois, je n'ai que ce moteur-là. Donc je me suis diversifié dans des investissements à droite à gauche. Mais c'est pas que ça me fait pas vibrer, c'est que j'aime ça, mais c'est pas ce qui va m'occuper 10 heures par jour, et j'ai besoin de faire des heures. Tu vois, je viens encore de cette génération d'entre-deux où... Quand tu fais pas une journée bien remplie, t'as l'impression d'avoir gâché ta journée.
Ouais. Je suis mal. Tu vois, je suis parti sur la côte basque, j'ai acheté un truc sur la côte basque, et quand je pars, le remote, il y a beaucoup de gens en remote chez moi, donc je me dis, moi aussi, il faut que j'y arrive. J'ai Teams, j'ai un PC portable, je dois y arriver. Ouais. Je prends ma voiture, je pars, j'arrive là-bas, je suis mal. C'est vrai. Mais je suis pas bien. Et donc, j'ai fait ma journée, j'ai fait 4 Teams, où j'ai fait 1 heure, je suis profondément mal. Ouais. Déçu. Pas accompli. Et je me sens bien. Tu vois, je fais quand même beaucoup de sport, donc j'aime bien me mettre dans le rouge. Et dans le boulot, c'est pareil. J'ai toujours été tellement heureux de rentrer tard à la nuit, où c'est que je voyais qu'il n'y avait plus personne. Tu sais, cette espèce de truc où tu dis, t'es le dernier des survivants. Moi, je pars et sur le parking, il n'y a plus que ma caisse. Tu vois. Et ouais, mais moi, je l'ai mérité parce que justement, je suis celui qui parle plus tard. Et qui la valeur travail, le plaisir du travail. Exactement. Donc ça viendra peut-être un jour, et je pense qu'un jour viendra, pas encore, mais où je serai plus la personne qu'il faudra pour la boîte, parce qu'il faut aussi être en capacité à se dire, aujourd'hui, je suis une personne clé, outre toutes les personnes du siège qui la composent, mais peut-être qu'un jour, et c'est le choix qu'ont fait beaucoup d'autres enseignes, notamment des réseaux, de dire, je suis plus la personne qu'il faut pour la faire grandir, et je partirai. Mais je pense que j'ai encore plein de choses à lui apporter, et en tout cas, elle m'apporte encore, d'une façon très égoïste, beaucoup de choses aujourd'hui, donc beaucoup trop d'attachement. Est-ce que tu penses que, là aujourd'hui, vous faites partie des plus gros, ça s'est énormément développé? Est-ce que tu penses qu'on peut encore développer BSK aujourd'hui? On peut le développer. Alors aujourd'hui, on se rend quand même compte que tous ces réseaux-là, notamment BSK, on fait encore, on a toujours été numéro 1 en croissance depuis beaucoup d'années et on continue. On peut arriver à mailler encore plus et mieux le territoire, mais je crois qu'on doit pouvoir aussi se diversifier aujourd'hui sur d'autres verticales, toujours liées à l'immobilier. Donc on réfléchit à beaucoup de choses. La gestion. Qui pourrait être gestion. Alors certains l'ont testé. À distance, c'est un peu complexe. Donc il y a quand même. Moi j'ai la chance, tu sais, on dit souvent, être le premier, c'est la meilleure place. Moi je crois pas. Ouais. Moi j'ai adoré ma place, d'être juste derrière le premier, parce que le premier teste des choses, et où ça réussit, et comme on est plus petit, je suis hyper agile, et je pense que dans la journée je peux faire ce qu'ils vont faire en un mois, où ça marche pas, et je sais dans quoi pas investir. Ouais. Et donc ils ont fait certains beaux succès, et certains beaux échecs, et ces échecs m'ont fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Bien sûr. Donc tu vois, apprendre des erreurs des autres. Exactement, ne pas être le premier des fois, mais vouloir l'être. Ouais. C'est confortable. Très confortable. Ta vision à 5 ans pour BSK, approximative. Ma vision de gars qui a construit cette boîte de zéro, c'est forcément, tu sais, t'as l'esprit de compète. Ouais, bien sûr. Là, t'as envie d'être le premier, quoi. Moi, je suis nourri de cette compétition. Je rêverais d'avoir que des conseillers qui sont très heureux et qui gagnent tous bien leur vie. D'avoir tous ces sourires que je retrouve dans des conventions et d'avoir ce sentiment profond que ça change vraiment des vies. Pas tant pour le client final, parce que le client final, si c'est pas nous, ça sera un autre, il va acheter bien. Bien sûr. Mais j'adore ce sentiment de voir ces gens-là qui ont changé totalement de vie et qui sont pleinement heureux. Tu vois, en fait, c'est quand je les vois au travers des réseaux sociaux, ça te fait toucher du doigt quelque part que ce que tu as fait, peut-être que d'autres l'auraient fait, mais en tout cas, ça a permis à beaucoup de gens de changer leur schéma. Ça a eu un impact. Un impact social. Ouais. Ok. On va parler un peu du marché immobilier qui en ce moment est un peu chahuté. En tout cas, c'est ce qu'on entend partout. Pas plus tard que ce matin, là, quand tu t'ouvres BFM TV ou BFM Business, tu as l'impression que c'est la fin du monde, que le marché va s'effondrer, que plus personne n'achète. C'est quoi ton avis sur la situation aujourd'hui à date, donc on est grosso modo milieu d'année 2025 sur le marché immobilier? Alors nous, on ne s'est jamais aussi bien porté. Il y a quand même un signal qui est très très bon. Il y a une communication qui est faite sur les nombres de transactions immobilières annuelles, mais qui est un chiffre communiqué en LTM, donc sur les 12 derniers mois. Depuis 2022, on était passé de 1 150 000 transactions sur les 12 derniers mois, puis ça n'a fait que descendre pour atterrir dans les 750. Et là, depuis 2 mois, ça repart enfin à la hausse. Nous, on a des signaux ultra positifs. Pour être du réseau, parce que du coup, vous avez un sacré échantillon de ce qui se passe partout. Exactement. On a doublé le nombre de demandes de transactions à nombre de biens ISO, parce que forcément, comme on grossit le nombre de parcs, donc il faut avoir une vision quand même assez honnête. Et donc, à nombre de biens et conseillers ISO, on a fait plus 30 à plus 50% de demandes d'informations sur les biens sur le dernier trimestre. Donc, un vrai intérêt du client d'aller acheter. Il y a eu les taux d'intérêt qui ont bien baissé. Ces taux d'intérêt, ça c'est
pour moi, c'est vraiment un vrai et un faux sujet. C'est-à-dire que vrai, parce que oui, c'est monté. Faux, parce que si on regarde dans le temps, on se rend compte que ça reste quand même relativement honnête. Et puis, un taux que tu as aujourd'hui, tu peux le renégocier demain. Enfin, tu vois, bon, moi, c'est plus une vision. J'ai moins peur de ça et je me cache moins derrière ça. Après, tu as quand même des clients qui, cette évolution de taux, leur a plus permis. Moi, j'ai acheté un grand T4, maintenant j'achète ou un qui grand sont plus T3. finançables. Tu vois, où c'est qu'on leur dit, t'es plus finançable. Donc, nous, on a quand même des très très bons échos. On a un marché qui repart très très fort. Et quand je dis nous, c'est BSK et même mes concurrents parce qu'ils communiquent aussi dessus. Et d'ailleurs, pour qu'un marché aille bien, il faut pas que tu sois le seul à t'en sortir. Il faut que tout le monde s'en sorte. Et je crois qu'on a passé le plus dur. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui cherchent à acheter, je crois que c'est un très bon moment pour y aller. Tu as dû l'expérimenter, toi. Je pense qu'il y a plein de belles choses que tu as dû faire ces dernières années. Il y a beaucoup de belles choses à faire aujourd'hui. Il faut oser y aller. Et pour les gens qui aiment ce métier ou qui voudraient rentrer dans ce métier, je crois que c'est quand, tu sais, la houle se reforme qu'il faut commencer à aller à l'eau. Et c'est le moment où c'est qu'il faut y aller. Acheter au son du canon et vendre au son du canon. Exactement. Trop bien. Il y a beaucoup de gens qui disent que la situation économique actuelle de la France, et notamment immobilière, est quand même liée aussi à des décisions politiques qui peuvent paraître décalées. Notre ami commun qui nous a présenté, et pour le coup bien au courant du sujet. Demain, Monsieur Pelletier, ministre du Logement, quelles sont les 2-3 actions où tu te dis, ça c'est le premier truc qu'il faut réformer, il faut changer pour que l'économie immobilière reparte? Ça fait quand même 10% du PIB, l'immobilier, si je dis pas de bêtises, donc c'est un énorme morceau en France. Ce serait quoi pour toi ces 2-3 actions? Alors, je vais même pas parler des taux, mais je vais parler, tu vois, j'ai des amis qui sont promoteurs, et les promoteurs, c'est ceux qui construisent finalement un pays, et c'est ceux qui construisent notre fonds de commerce dans 10 ans, pour les gens qui font de la transaction immobilière ancienne. Je crois qu'il y a un gros déficit de logement déjà aujourd'hui, à tout niveau. On parle des étudiants, mais on parle des familles, on parle de tout le monde. Donc oui, ça leur a coûté cher tous ces dispositifs de défisc. Je pense que c'est eux qui ont mal mis le curseur. Après que tu aies des promoteurs qui en ont profité, des investisseurs, écoute, c'est eux qui décident le truc, les gens y vont. Il y a une demi-mesure à avoir. Je crois que je relancerai de suite, tu vois, toute cette partie construction, promotion et relance. Donc favoriser l'acceptation des permis de construire, ouvrir les terrains. Exactement, parce qu'ils ne pourront pas jouer sur l'inflation. Tu vois, les prix de construction, ils ont augmenté. Mais tu vois, je parle avec des artisans, ils me disent, moi, ma main-d'œuvre n'a pas augmenté, parce que si j'augmente, j'ai plus un chantier. J'ai pris plus 30 sur le fer. Je peux faire plus 30 sur. Donc il me dit aujourd'hui j'ai moins de chantiers, mais en plus les mairies donnent de moins en moins de permis. Bien sûr. Tous les constructeurs ont passé l'arme à gauche. Terrible. Ouais, une bonne partie. C'est de la folie. Les promoteurs, t'en as qui s'en réjouissent. Et puis tu vois, t'as tout un côté de la France qui se disent ouais, mais ils se sont gavés pendant des années. Mais sauf qu'ils te construisent ton pays, quoi. Tu vois, c'est à la base de. C'est la base d'un pays, quoi. Tu vois, je veux dire, on parle de l'immobilier, de l'automobile. Enfin, t'as des secteurs qu'il faut préserver. Et c'est vrai qu'on connaîtra jamais les raisons du pourquoi. On ne saura jamais à quel point notre pays est endetté et mal. Mais je crois que s'il y a des choses à faire et des efforts à faire, c'est déjà et aussi là, sans prêcher pour ma propre paroisse, parce que je pourrais très bien dire aujourd'hui, moi à titre personnel, je veux dire qui se relance ou qui se relance pas, tu vois, peu importe. Mais pour nous et pour nos enfants et pour nos parents et pour nos jeunes, tu vois, moi quand je vois mes neveux, nièces qui font leurs études et qui trouvent pas un logement étudiant, ou c'est des chambres qui ressemblent à des cellules de prison, et qu'il suffirait de relancer peut-être aussi un peu ça. Et il faut des investisseurs, il faut que les investisseurs ils trouvent leur compte. Là, tu vas chercher, il faut intéresser les gens qui ont vraiment des capitaux. Mais bien sûr. Aujourd'hui, ils font tout pour faire fuir ces gens-là, donc les gens vendent des biens immobiliers. Toi, tu l'as senti dernièrement avec tout ce qui se passe en politique, tout ça, que tu as eu des signaux où les gens ils disent... parce que, évidemment, en tant que patron d'un réseau de mandataires, tu fréquentes probablement des gens qui ont plutôt des gros portefeuilles, beaucoup de capitaux. Est-ce que tu en as beaucoup qui t'ont dit écoute, Lionel, moi, je pense que ça y est, je vais partir? T'as beaucoup de gens qui sont partis. Tu parles à l'étranger? Ouais. Alors moi, tu vois, tous les avocats fiscalistes que je connais m'ont dit depuis qu'il y a eu certaines annonces, ça fait 1 an et demi, ils n'ont jamais fait autant de dossiers pour des gens qui partent en Italie, dans certains pays, qui ont des gros sujets de transmission et succession, tu vois, donc ils partent leurs dernières années de vie. Moi, je trouve tragique le fait de fuir un si beau pays pour ça. Alors moi, je viens de l'école de... heureusement que la France m'a aidé, parce que c'est elle qui m'a permis de passer mes diplômes et d'être au chômage et d'avoir un chômage et pas avoir de stress et d'avoir des aides pour pouvoir le faire. Donc je me sentirai toujours redevable de tout ça. Donc mes impôts, j'ai encore ce signal de dire si j'en paye, c'est que j'en gagne. Mais vient un jour où c'est que quand tu te sens vraiment... Tu sais, on parle de l'investissement immobilier. Mais quand tu regardes... Et toi, tu es bien placé pour le savoir, mais quand tu regardes à la fin des fins, pour être vraiment rentier, il te faut pas un T2, quoi.
Alors, je blâme pas tous ces gens qui sur Internet vont dire soyez rentier en 1 mois. Ouais. Et très franchement, j'ai pas qu'un logement et je me suis rendu compte avec les comptables qu'à la fin, il te faut de l'optimisation. Ah ouais. Et si on te coupe tout système d'optimisation, tu te dis quoi? J'arrête d'investir dans l'immobilier. Ouais. Et je vais investir dans d'autres produits financiers. Ouais, bien sûr. Sauf que des produits financiers, après, tu as des dingues outre-Atlantique qui te font des annonces qui te font que là aussi, tu prends des sueurs froides. Tu prends 1% de Donc moins. tu te poses vraiment la question à te dire, écoute, peut-être que mon livret A, mon livret B, mon LDD, c'est peut-être... Mais en fait, c'est juste diversifier tout. Ouais. Et je crois que l'immobilier, il faut bien le choisir, mais il faut aussi qu'ils comprennent, et ils l'ont compris au niveau État, qu'ils ont besoin de gens qui viennent investir pour qu'il y ait des gens qui puissent se loger et puis pour faire tourner un pays. Donc je pense que ça serait... En tout cas, une priorité décorrélée de ma propre activité de professionnel de l'immobilier. Est-ce que tu penses que 2025, c'est une bonne année pour devenir mandataire immobilier? Moi, je pense que c'est une très bonne année pour devenir mandataire, pour devenir professionnel de l'immobilier, et une très bonne année pour investir dans l'immobilier. Je ne parle pas pour les gens qui doivent résidence principale ou primo, parce que quand tu as besoin de te loger, quand ta femme attend un enfant et qu'il te manque une chambre, quitte un toit à 7 ou un toit à 2, t'as pas le choix. Hein. Donc au pire, tu n'auras pas 300 mètres carrés, mais tu en auras 120. Mais je parle pour tous ces gens qui veulent investir. Moi, je pense que c'est une année, et d'ailleurs, il y en a trop de monde l'ont boudé. Mais ces 2 dernières années ont été des années où c'est qu'il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont faites. Donc je crois que c'est une très belle année, un beau cru. 25-26, et après on a toujours le fait de se dire les présidentielles, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de belles annonces parce qu'ils vont devoir faire la danse du ventre pour se rendre un peu sexy, et donc je pense que c'est un bon momentum pour faire plein de choses aujourd'hui. Ok, trop bien. Admettons que moi je suis investisseur IMO, j'ai des capitaux à utiliser pour faire de l'investissement. Toi, à ton échelle, qui a une vision quand même assez macro des différents secteurs, tu sais que tu avais pas mal de connaissances pour les locaux industriels, tout ça. S'il faut que j'achète, je sais pas, 1 million d'euros d'immobilier, comment tu segmenterais? Est-ce que tu dirais, achète 50% d'habitation, 50% de bureau, ou fais pas de bureau, fais que de l'habitation? Est-ce que tu as une strat en tête? Full IMO. Ouais, full IMO. Bon, déjà, je ferai un gros levier. Ok. Parce que si j'ai 1 million, je pense. Donc pour toi, l'astuce, c'est il faut emprunter en banque. Ah ouais. Jamais cash. Ouais. Déjà, tu as des raisons d'IFI, de passif. Ouais. Donc déjà pour ça. Pour les capacités, parce que si tu fais un levier, que tu vas lever 9, 8, 5, à la sortie, je veux dire, ton patrimoine sera autant plus élevé. Et je crois que dedans, tu vois, c'est un peu comme l'IMO, on va dire vision macro, la crypto et la bourse avec un titre vif comme LVMH. Pour moi, le tertiaire, donc bureau, ou l'activité, ou la logistique, ça serait 20%. Ok. Tu vois, j'irai pas plus loin parce que ça. Le bureau, quand même, tu peux transpirer. Tu vois, moi, il y a des plateaux de 1000 mètres carrés que j'ai dû porter pendant 1 an. Et pour autant, tu as 5 000 euros, t'as 5 000 euros de charges par an qui sont affectés à l'immeuble. Donc, il faut pouvoir y aller. Ouais. Donc, je dirais 10-20%. Et tu peux, dans les 10-20%, aller à l'intérieur même, 10-20% de trucs un peu touchy sur lesquels tu fais des mises, où tu te dis, bon, on verra, je vise pour le futur parce qu'il y a une ligne de métro, parce qu'il y a un projet, etc. Le reste, je laisserai sur du résidentiel. Et dans le résidentiel, j'aurai sur les 75% qui restent, 25% sur du prime, donc quelque chose où c'est que je vais pas avoir un cash flow terrible, ou en tout cas un retour sur investissement. Mais je sais que la valeur de mon bien, elle augmente bien. Exactement, parce que tu vois, quand on parle de local d'activité ou de commerce, ça se déprécie dans le temps quand même. Tu vois, un immeuble de bureau, il vaut 2 aujourd'hui, il vaudra peut-être que 2 encore dans 10 ans, tu vois. Donc, alors que ton bien que tu as acheté 200 000 aujourd'hui, probablement qu'il vaudra 400 000 dans 10 ans. Donc même si tu fais que 2 points là versus 10 points là, est-ce qu'à la fin, tu sais, tout se recoupe. Hein. Je crois qu'à la fin des fins, on est tous pareils. Hein. Il n'y a pas que la rentabilité locative, il y a aussi avec la plus-value latente. Exactement. Et d'où le fait que tu as les investisseurs qui disent je veux de la renta à 10 points, mais ton 10 points, il va te coûter très cher, parce qu'il va te coûter des locataires plus compliqués, il va te coûter un marché plus compliqué. Et quand tu as 3 points, si tu as plutôt bien acheté, si tu achètes dans le 16e à Paris, tu feras pas du 10 points. Par contre, ton bien, tu sais que s'il se vide, tu as 72 dossiers locataires en 1 minute. Quoi. Donc je dirais que dedans, tu aurais du prime, et puis après, du logement, si je fais de l'invest, je dépasserai pas le 2 pièces. Ou si je vais sur du plus haut, j'irai près des universités pour faire de la coloc, mais je resterai sur de l'appartement classique, sur de la construction de moins de 20 ans pour éviter de me taper des gros ravalements ou autres, en tout cas pour vraiment anticiper tout ça. Et puis un levier. Des ensembles plutôt, de l'immeuble de rapport Et de l'immeuble de rapport, mais alors sur de l'immeuble de rapport, de l'immeuble à retravailler, tu vois, c'est-à-dire que je dirais pas... Un truc tout prêt, c'est ça. Où il n'y a aucune valeur, entre guillemets, à créer. En fait, de toute façon, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui créent de la valeur. Oui, si tu arrives après le marchand de biens, tu as un produit pour le vendre à une SCPI, quoi. C'est ça. Mais arriver avant, et c'est pas compliqué. Enfin, quand je dis c'est pas compliqué, c'est que des fois, créer de la valeur d'un immeuble, c'est pas forcément refaire tous les appartes.
Oui. C'est déjà refaire une façade et des communs et laisser les gens se projeter peut-être avec des logiciels 3D sur des ensembles et peut-être toucher le moins possible de choses si tu veux revendre. Mais ouais, forcément, c'est sûr que l'immeuble est plus compliqué à porter et nécessite des compétences différentes du gars qui a acheté un T2 avec un locataire dedans. C'est la partie un peu plus risquée du résidentiel qui va, et j'ai vu beaucoup de vidéos de ta part, et d'ailleurs c'est hyper intéressant quand tu dis il te faut le temps de connaître les bons artisans, il te faut le temps d'arriver à avoir une mécanique très rapide, et c'est ce qui fait ton agilité de dire je vois un immeuble, qu'est-ce que je peux y faire. T'as pas besoin de sortir ton fichier Excel, tu sais déjà. Ouais. Ça vient au feeling même. Et c'est au prix de certains échecs aussi. Tu vois, de mecs qui t'ont dit à 1500 € le mètre carré, tu fais un truc exceptionnel. Au début, tu y crois. Puis tu te rends compte que c'est pas le cas. Et il t'a fallu faire un échec pour te dire qu'aujourd'hui, il va te falloir 2005 pour être plutôt pas mal. Tu vois. Donc, les choses se font dans le temps, mais c'est vrai que si je devais le faire, je le fractionnerais comme ça. Tu le fractionnerais comme ça. Est-ce que tu partirais sur une stratégie d'investissement locatif 100%? Est-ce que tu rajouterais de l'activité d'achat-revente dans tout ça? Je le ferais, mais moi, je l'ai jamais fait. Ok. Tu vois, en fait, je suis très mauvais là-dedans. En fait, quand je dis très mauvais, c'est que je le disais l'autre jour à un pote, j'ai l'impression que quand je vends, je m'appauvris. On a exactement le même problème, je déteste ça. Et moi, mon père vient de. Enfin, ils viennent de. À la base, une partie de sa famille vient de Lyon, en fait, de Bourg-en-Bresse, des agriculteurs, etc. Et tu sais, ce côté très terrien ou possédé. Le bon sens paysan. Ouais, c'est à moi. Ouais. Tu vois, et même si on me promet des belles plus-values, tu vois, sur l'immeuble que je te parlais pendant le Covid, je l'ai payé 1,8 million, on m'a fait une propale à 3,5 millions quelques mois après parce qu'il y avait le WALB, il y avait plein de choses, etc. Donc c'était une petite SCPI donc il y aurait pu avoir plus-value, alors moyennant aussi après tes impôts dessus, etc. Mais non, quoi, tu vois. Il y avait un truc qui au fond de moi, je me disais. Non, mais moi je veux garder. Il y a un truc qui au fond de moi me disait non, j'ai pas envie, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment deux stratégies hyper différentes. Je crois que le métier de marchand de biens, t'en as beaucoup qui se l'inventent. Ouais. Et je dis gare aux promesses, parce que marchand de biens, c'est un vrai métier. Tu peux faire un coup, et tu sais, des fois, tu fais un coup sans le vouloir, et puis tu te dis, en fait, j'ai compris. Ouais. Faut se méfier de ces coups-là. Faut se méfier, c'est le pire. Faut mieux commencer par un coup qui te fait très mal, et tu te dis, attends, je vais quand même y aller parce que je suis sûr que je vais arriver à faire quelque chose, que le bon coup au départ, le deuxième, après, tu dis, ça y est, je suis le roi du pétrole, j'ai compris the secret. Moi, j'ai un copain qui s'est arrivé, il achète un truc en centre-ville de Toulouse, il fait un immeuble, 20 lots, etc., ça part de suite. Donc il achète l'immeuble, il le vend, la découpe. Même pas, une maison, il rase, il monte un immeuble, 20 lots, il le sort hyper rapidement. Et il fait lui-même la promotion. Il sortait pas du tout ce métier-là et ça marche très bien. Le mec il se dit bon ok c'est bon. Et je me rappelle je me rappelle qu'il me disait écoute je suis promoteur, mais il se présentait comme vraiment un promoteur. C'est Cogedine, quoi, tu vois, c'était vraiment un Nexity le gars. Et je dis attention quand même et tout, vas-y mollo, quoi, freine. Non, j'ai trouvé un autre truc, on m'a parlé, on m'a appelé direct, on me dit c'est pour toi. Je dis et tu allais le chercher ce truc là? Non, on m'a appelé parce qu'il me dit tu sais que. Je dis l'autre tu l'as cherché, il me dit l'autre c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai dit mais là il y a une grosse diff. Forcément il y est allé, il a planté le truc, il s'est fait racheter le permis par un promoteur mais à la casse. Et il a compris en fait que fallait être très humble, quoi. Très humble. Et c'est pas parce que t'as fait une bonne OP une fois que ça y est. Et puis j'ai dit, t'es pas Nexity, quoi. T'as pas la force de frappe, t'as pas acheté du foncier il y a 30 ans que t'as laissé. Voilà, et traverser les orages, tu vois. Et c'est comme les gros SCPI. Bon, je suis pas forcément pour investir là-dedans, mais la force qu'ils ont, c'est que ils ont les ronds pour patienter. Ils ont une assiette quand même patrimoniale, financière. Exactement. Mais quand t'es un investisseur privé, petit, moyen, tu dois faire attention à ça. Tu vois, tu dois faire attention à ces trucs-là. Donc, l'achat-revente, c'est une vraie activité totalement dédiée. Je le ferai peut-être un jour, mais c'est vrai que tant qu'à faire, je me dis, si j'arrive à trouver mon équilibre, moi, entre mon levier et ma rentabilité, je pense à mes enfants, je pense à ma famille, je me dis, je préfère transmettre un patrimoine que je réarbitrerai, par contre, tu vois. Mais je le réarbitrerai pas forcément pour gagner de l'argent. Il y a des choses que je voudrais réarbitrer parce que je trouve que c'est des produits qui sont trop chronophages. Trop de gestion pour le peu de rentabilité. Un exemple en tête où tu t'es dit ce truc là faut que je le vende parce que j'en ai marre. À l'époque je vendais des biens dans une résidence, j'avais eu un coup de cœur, c'était dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse. J'avais 18 ans, j'aimais cette résidence et j'ai fini par acheter 5 ou 6 apparts là-dedans, sauf qu'elle était très belle il y a 20 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les mois, on m'envoie des appels pour faire des balcons, des façades, une fuite à la piscine de la résidence, etc. Les locataires s'y mettent à me péter des cumulus et tout. Donc à la fin, quand mon comptable il me dit, là, sur cette ligne-là, il me dit c'est 0, alors qu'il n'y a même plus de levier ni quoi que ce soit. Je me dis, si un jour il m'arrive un truc, j'ai pas envie de laisser ça, quoi. Tu vois. Donc il y a quand même une histoire de rotation un peu. Tu vois, au-delà de marchand de biens, c'est se dire, il faut arbitrer. Il faut arbitrer. C'est dur. Et c'est très dur. Et qu'est-ce que tu veux arbitrer? Souvent, tu as envie d'arbitrer les trucs.
les moins rentables, et c'est peut-être pas ceux-là qu'il faut arbitrer, tu vois. Donc, t'as des conseils au niveau arbitrage où tu te dis, bah, tiens, moi je pense qu'il faut, je sais pas, calculer le déficit foncier qui reste à déduire avant de payer de l'IS. Il y a ça, et il y a, tout comme le font les CPI, arbitrer quand t'as un peu ton PPA, tu vois, ton plan de travaux, te dire, ok, j'arrive à un moment donné où mon actif se déprécie, ou en tout cas pour le remettre à niveau, ça va nécessiter de l'investissement. Beaucoup de capitaux, ouais. Ok, là il faut que je lâche. Parce que tu as des gens qui sont prêts à racheter ce genre de produit sans prendre en compte ce genre de calcul-là, le déficit foncier, et puis tout ce qui est lié à ta fiscalité. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, t'amortis, moi j'achète aussi par des sociétés, t'amortis un temps, puis à un moment donné, tu peux plus l'amortir. C'est un moment où c'est qu'il faut lâcher le truc et repartir sur quelque chose qui te crée du déficit, qui te crée. Et c'est que quand tu viens d'un milieu où on te dit on a la haine du prêt, moi je viens d'une famille où c'est que mon père, si tu veux, même une voiture, même une télé, jamais tu lui parlais d'acheter un truc à crédit, ça le rendait malade. Donc tu vois, c'était une lutte. Je lui ai dit, donc toi, quand tu lui dis je mets 100 sur la table, j'emprunte 1 million, je me mets 900 000 de crédit. Il me dit mais non, mais prends 100 et prends un truc à 100 et au moins tu dors tranquille. Je dis mais non, mais en fait tu dormiras toujours tranquille. Celui qui va pas dormir tranquille, c'est ton banquier. Tu vois. Donc en fait, il faut reporter le souci. Et ton banquier, s'il comprend, tu vois, que tu fais des achats qui sont cohérents, si tu es plutôt bien, quand je dis scoré, mais en tout cas bien compris. Et je pense qu'il faut vraiment voir. Tu as trop de gens qui ont la haine du banquier et qui disent ils nous prennent de l'argent. Non, ton banquier, ça doit être ton ami. Ton associé. Ton associé. Et s'il est considéré, ton banquier, je pense qu'il va défendre ton dossier différemment, et pour le même profil, le tien passera que l'autre passera pas. Faut trouver des solutions, faut lui donner du grain à moudre, et faut lui faire comprendre que tu es quelqu'un de smart et qui paye ce qu'il doit. Et tu vois, même dans ta tenue des comptes, moi je le dis à des jeunes qui veulent acheter, tu vois, il y a des ingés dans la boîte, et je leur dis, ok, je dis, mais par contre, les dépôts sur Winamax ou Betclic, faut éviter. Tu vas payer une carte en ligne. Le casino. Le casino, faut arrêter. Se mettre dans le rouge parce qu'il te dit, ton banquier, bon, je vous négocie un découvert autorisé à 300 €, et tu vas t'y habituer, tu vas être toujours dans le rouge. Faut pas le faire. Je dis, parce que ton banquier, il va se dire quoi, mais il veut emprunter, mais tous les mois, il me met du moins 300. Il va payer sur des matchs le week-end. Même si tu gagnes 3 000 ou 4 000 € parce que tu es un jeune qui a un bon poste, tu peux gagner 4 000 et être moins finançable qu'un mec qui gagne 1 500. Tu vois. Donc, voilà, être prudent et préparer, finalement, c'est un peu le roadshow du truc, mais préparer ses achats, c'est aussi préparer quelque part ses comptes et son éducation financière. Bien sûr. Un mec dont je suis super fan, que tu dois connaître, qui s'appelle Grant Cardone, aux États-Unis, a coutume de dire, et notamment quand il fait des conférences, puisqu'il fait des conférences pour beaucoup de réseaux d'agents immobiliers, de notaires, etc., enfin l'équivalent des notaires aux États-Unis, il dit, si vous voulez devenir riche, vendez de l'immobilier. Si vous voulez devenir fortuné, achetez de l'immobilier. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est un peu ce qu'on se disait entre le marchand de biens et le gars qui capitalise. Mais il est clair que d'ailleurs, derrière toute grande fortune, tu peux parler de Trump ou pas Trump, mais enfin, tous ces gens-là, ce qui les a fait et ce qui les fait aujourd'hui, c'est l'actif immobilier. Bien sûr. Alors peut-être que derrière, l'actif immobilier est utilisé pour de l'hôtellerie, qui est utilisé pour des centres commerciaux. Mais à la fin, au tout début, tu as de la pierre. Quelque part, tu as un truc qui est posé et qui est là et qui est bien placé. C'est qu'au plus ça va, par contre, au plus je considère l'emplacement. Tu vois, l'emplacement. Alors, je dis pas que je l'ai jamais considéré, mais faute de ressources au départ, ton emplacement, il est moins bon que celui que tu voudrais. Oui. Tu peux pas acheter Grande Rue, un truc génial. Tu peux pas Mufoche quand tu démarres dans la vie, quoi, tu vois. Mais peut-être que tu vas aller dans un autre arrondissement, peut-être moins coté, mais qui est pas trop dégueu. Mais les promesses, j'ai vu trop de gens, par contre, tu vois, moi je parle de Toulouse, mais qui se sont dit, je vais acheter dans des quartiers compliqués, et puis je vais louer à l'office des HLM parce qu'ils sont en recherche. Mais j'ai vu des trucs terribles. J'ai vu des gens, il y en a un là qui est allé acheter à 100 bornes de Toulouse une maison où c'est qu'en fait le prix de la maison valait moins cher que les matériaux pour la construire. Et il me dit, je fais un coup, je dis mais c'est pas possible. Je dirais, il y a un moment donné, si tu veux, ça marche pas. Même l'agent immobilier, si c'est un coup, j'ai pas envie de te dire qu'il va le prendre, mais ça passera pas par tes mains et ça restera pas 3 mois sur le bon coin. Il est allé, la famille qui est arrivée, donc qui a loué, forcément elle ne paye pas le loyer, mais elle est payée. Hein. Et quand ils sont partis, ils ont emporté la plomberie avec eux, etc. Les cuivres. Et donc aujourd'hui ils cherchent à revendre, mais bon, finalement c'est plus compliqué. Voilà. Et puis patrimonial, quoi. Tu vois, je me dis, ce que j'achète aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir transmettre quelque chose qui est vraiment de la valeur. Donc peut-être que dans le temps, je préférerais, plutôt que d'acheter 3 biens, en acheter un, mais tu vois, plutôt bien placé, avec une histoire de renta peut-être moins forte, mais sur une vision macro, tu sais à peu près où c'est que tu vas aller, quoi, sur la qualité. On a parlé de la banque juste avant. Je pense que c'est une verticale de l'investissement, enfin, ou un domaine qui fait peur à beaucoup d'investisseurs. Et beaucoup d'investisseurs ne savent pas trop d'ailleurs comment s'y prendre.
Toi, de ton côté, même si la situation est un peu atypique, tu étais à ton compte, ensuite tu as monté une boîte qui a vachement grossi, qu'est-ce que tu conseillerais à un mec, voilà, que tu disais, tes ingénieurs qui gagnent 3 000, 4 000 euros par mois, qui n'a jamais investi? Est-ce qu'il faut avoir plusieurs banques, un seul banquier? Est-ce qu'il faut passer par des courtiers, pas de courtiers? Est-ce que tu aurais des trucs et astuces par rapport à ça? Moi, je dis pas qu'une banque. Ok. En tout cas, il faut que ton banquier sache qu'il n'est pas le seul. Okay. Même si tu considères que tu n'es pas en position de force parce que tu n'es pas le mec le plus fortuné de la ville, mais en tout cas pour pouvoir faire le travail du courtier. Courtier, j'ai des copains qui ont des grosses chaînes de courtage, donc je peux pas dire que je suis contre, mais je pense qu'à la fin des fins, ton courtier fera jamais mieux que ton banquier si tu amènes bien ton projet. Et passer par le courtier quand tu es un banquier, c'est aussi peut-être une relation que tu peux casser avec ton banquier si ça se passe bien. Ouais. S'il joue pas le jeu, oui. Maintenant, moi, je serais plutôt partisan de... J'ai 2 banques, tu vois, aujourd'hui, de détail, avec qui je parle. Et quand je soumets un dossier, je suis très transparent. Je dis ce que je te soumets à toi, je le soumets à l'autre. Après, tu as toujours ce jeu de... Oui. Il a fait mieux. Et eux, ils le savent aussi. De toute façon, c'est des commerçants. Hein. Ça reste des commerçants. Ouais. Ils font ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, il faut les amener au truc. Donc déjà, il y aurait ça. Ok. Et il y aurait le fait, avant même de pouvoir faire un achat, d'avoir ce réflexe de l'épargne. Okay. Moi, quand j'ai démarré, j'ai mon pote qui avait fait l'école de la caisse d'EP. Donc, dès 20 ans, il est rentré à la caisse d'épargne. Ça fait plus de 22 ans qu'il est là-bas. Et je me rappelle quand on était tout jeune, et pourtant j'étais au chômage à ce moment-là, il me disait, garde le réflexe de mettre 20 euros de côté tous les mois. Et je crois que j'avais le RSA 400 euros. Je dis, mais 20 euros, je dis, ça me sert à rien. Ouais. Il me dit, mais c'est pas les 20 euros, c'est le réflexe. Ouais. Et c'est ce que tu envoies comme message à ton banquier. Ouais. Et donc, je dirais de garder ce truc-là. De toujours mettre un peu de côté. Toujours. Quelle que soit la somme, on s'en fout. Tu vois. Limite au début du mois même, en fait. Exactement. Se payer en premier, et de ne pas aller le rechercher sur, tu vois, parce que tu te dis je les ai. Ouais. Donc, déjà, être dans ce schéma de je peux me priver et je peux consacrer, je peux faire un effort d'épargne. Parce que l'affaire où c'est que tu fais du cash flow à la sortie, tu peux en faire et tout, mais quand même, à la fin, souvent tu te rends compte que tu as des trucs qui dévissent, qui dérapent, tu as des travaux d'un coup, tu as une vacance locative. Sur une année, tu vas pas faire ce que tu as fait l'an dernier et donc tu auras un effort d'épargne à faire. Et d'ailleurs, souvent, je le dis, investis comme si tu étais en capacité à payer ton crédit sans qu'il y ait ton locataire. Ouais. Donc, c'est compliqué à entendre pour certains. Mais je dis, est-ce que pendant 2-3 mois, tu es en capacité... si tu es en capacité à épargner, tu seras en capacité à faire le truc. Contribuer. Ouais. Trop bien. Pour revenir un peu sur BSK, je crois que tu es un des premiers réseaux à avoir intégré l'IA à l'intérieur des outils. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui a motivé ton choix et quel a été le premier réflexe tu t'es dit, ça faut absolument qu'on le mette dans le réseau? Alors déjà, parce que l'IA, on en parle tellement que pour pas paraître con, il faut aussi en parler. Mais si on se suffit de dire, nous, l'IA, c'est un abonnement de ChatGPT pour permettre à nos conseillers d'écrire des annonces, ça ressemble à rien. Donc on l'a d'abord expérimenté nous au siège pour scaler le maximum de choses. Donc aujourd'hui, une grande partie de notre service client est sous IA. Donc est géré, on l'alimente nous, on le documente nous, mais il est géré. Donc on traite 90% de nos demandes aujourd'hui par l'IA. Et puis derrière, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre? Et on a attendu un peu de voir ce que faisaient les autres. Mais les autres, la seule chose qu'ils faisaient, c'était permettre de générer des textes. Je crois qu'on n'a pas une grande valeur ajoutée à ça. Il faut le faire, donc on l'a fait d'ailleurs nous, mais le plus dur étant de faire un vrai prompt qui fonctionne bien. Et d'ailleurs le prompt, alors qu'il y a des projets sur lesquels je passe pas derrière, j'y suis passé pendant un mois derrière. Parce que je me positionnais en tant qu'à l'époque, quand je faisais mon annonce, qu'est-ce que je mettais pas. Et si tu mets qu'un chef de projet dessus qui fait le mieux qu'il peut, il n'aura pas la même et la bonne vision. S'il est ingénieur, il n'est pas agent immobilier. Exactement. Et après, j'ai envoyé à des potes qui achètent des biens. Je dis, qu'est-ce que tu penserais de ce texte? Donc tu vois, il y a vraiment un travail très artisanal pour l'IA. On a fait de la génération, on a tout intégré aussi pour tout un système où c'est que les gens intègrent leurs photos et peuvent les retravailler sur du home staging en un clic, faire un travail énorme sur ce genre de choses, croisement des bases de données, publication des annonces au moment opportun parce qu'on a un retour des portails pour nous dire à tel ou tel moment, un peu comme sur les plateformes des réseaux sociaux, c'est là où c'est qu'il y a un pic d'audience, c'est là où ça fonctionne bien, c'est là où ça partage et ça. Donc on a tout intégré et c'est qu'on a vu quelque part beaucoup de KPI exploser, tu vois, ne serait-ce que sur les demandes d'information. Quand on a intégré l'IA pour le même nombre d'annonces, on a fait 40% en un mois de plus de demandes d'information. Ah ouais. Donc c'est colossal. Ah putain, c'est énorme. Et dès qu'on l'a un peu coupé, on a vu que ça, parce qu'on s'est dit au début c'est la saisonnalité, c'est peut-être pas ça. Et puis en fait c'est énormément lié. L'intérêt au client, un bon texte au bon moment, des bonnes photos. Alors on leur fait des formations synchrones, asynchrones sur tout ça, mais je crois qu'il faut quand même qu'ils aient un assistant sur ça. Et l'IA, ça va tellement vite qu'il faut quand même l'intégrer. Tu vois. Est-ce que tu penses qu'un jour l'IA pourra remplacer complètement un conseiller immobilier? J'espère pas.
Ok. J'espère pas pour BSK déjà. Ouais. Mais je suis sûr que non, parce que l'IA pourra jamais aller dans la rue, taper à des portes et avoir quelque chose de très bienveillant pour lui dire comment tu vas et ton fils il en est où, et au fait il cherche pas quelque chose, tu vois. Ouais. Et ça, personne ne peut le remplacer. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup de conseillers qui n'ont pas compris un truc, c'est que même si on a beaucoup plus d'outils aujourd'hui, ce que je peux dire aujourd'hui à la tête d'un réseau de 4500 conseillers, c'est tous ceux qui performent. C'est ceux qui sont pas chez eux la journée et qui sont sur le terrain. Alors bien sûr ils vont pas faire 10 heures par jour de tapage aux portes et de relations publiques, mais tous les jours ils s'obligent quelque part à y aller, parce qu'il faut qu'ils soient vus tout le temps, et qu'ils soient le référent local, et pour être ça il faut être sur le terrain. Donc il faut pas se laisser appâter par tu mets un bon CRM et puis on va faire de l'automatisation pour toi, ou tu sponsorises un truc sur Facebook et puis les leads comme tu disais tout à l'heure. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses qui crée le truc. Mais le présence d'abord. Donc non, j'ai pas peur de l'IA pour nous remplacer. Ok, trop cool. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup entre guillemets, de relationnel, d'humain. Toi, tu as réussi à construire au fur et à mesure du temps un réseau qui est important, et tu parles souvent de Toulouse, tu donnes souvent l'exemple de Toulouse, parce que c'est de là d'où tu viens, et on sent qu'il y a un tissu familial et amical qui est important sur place. Pour quelqu'un qui veut se lancer un peu dans le monde des affaires, alors qu'il soit agent IMO, marchand de biens, ou un mec qui veut faire de l'investissement, qui dise, moi, voilà, j'ai pas de réseau, mes parents sont pas dans le truc et tout. C'est quoi pour toi les 2-3 astuces qui sont indispensables pour arriver à se créer un réseau et l'entretenir? Bon, déjà, t'as jamais d'idée précise. Si t'attends d'avoir l'idée précise, en fait, tu démarres jamais, tu vois. Donc c'est un truc un peu bateau, mais c'est vraiment ce que je pense. Il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui pour se créer des réseaux. On parle des BNI, tu vois, tous ces petits trucs-là. Ouais. Je veux dire, ça l'a porté tout le monde. C'est des choses que t'as fait, toi? Alors moi, je l'ai pas fait, mais si je devais aujourd'hui travailler localement, ce qui est sûr, peut-être demain, je veux rentrer dans un réseau de mandataires et je vais être agent immobilier, et je l'ai jamais fait. Tu connais rien, avant tu étais vendeur chez Audi. Exactement. Ouais. Direct, je suis dans un petit village, moi, donc j'ai cet avantage. Je m'inscris soit au comité des fêtes, soit à l'appel à l'APE de l'école. Ah ouais. Parce qu'en fait, je le vois aujourd'hui, il y a souvent des femmes d'ailleurs qui performent à mort, et puis donc je parle avec elles en convention. Elle me dit, écoute, moi je suis à l'APE de mon école, je suis au comité des fêtes, je me suis mis à la mairie. Ouais, donc vraiment le tissu socio-économique local. C'est ça. Et moi, le premier, je me suis dit, attends, mais ça te fait pas beaucoup de choses. Toi, tu t'es dit, non, mais elle est, je sais pas, dans les clubs business, elle est au Rotary, elle est au machin. Non, elle est au comité des fêtes. Non, et d'ailleurs, tu vois, tous ces trucs-là, Rotary et tout, je pense que c'est pas réservé à d'autres trucs, mais je pense que quand tu vas là-dedans, tu le fais pas pour ce genre de cas-là ou pour closer ce genre de deal. Il faut être hyper implanté sur un tissu local, et pas être dans une grande ville, c'est une force. Pas être dans une grande ville, c'est une force. Et t'as beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais moi, mon prix moyen, c'est 100 000, je suis pas à Cannes. Mais au contraire, mais t'as plus de chances de t'en sortir, toi, qu'à Cannes, parce qu'à Cannes, ils sont 750 au mètre carré. Toi, tu peux être au comité des fêtes, et puis discuter avec tout le monde, toi, et puis servir des crêpes. Tu vois, enfin, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas d'ego avec ça, tu vois. Donc, si je devais revenir là-dedans, je pense que je m'intégrerais beaucoup dans le tissu local. Et puis, je devrais devenir l'agent immobilier local de référence. Et pour ça, il faut que je connaisse toutes les mamans, tous les papas, tous les gens à la mairie. Et donc, quelque part, déjà démarrer sans l'objectif de dire je vais vendre des biens. Je vais avoir une période de perte. D'ailleurs, il y a une inertie à avoir dans ce métier. Mais les 3-4 premiers mois, je vais aller là-dedans pour me faire du réseau et pour devenir un peu légitime. Et je vais laisser venir la question et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu vas pas dire de suite, tiens, je te sors une carte. Ouais, donc faut pas avoir non plus l'image du vendeur de tapis. Non, faut pas. Si tu arrives là-dedans et que direct ils comprennent pourquoi tu fais ça, la démarche est biaisée. Je pense que tu peux attendre la bonne question et tu peux provoquer la question. Tu vois, tu dis juste à la personne, et vous, à part ça, vous faites quoi dans la vie? Non, si t'es en face de quelqu'un un peu sensé et qui s'intéresse un peu aux gens, il va te dire, et vous. Après, s'il te dit pas ça, je pense que tu peux changer d'interlocuteur. Quelle est la place des réseaux sociaux dans tout ça? Je sais que chez BSK, il y a même un support, si je dis pas de bêtises, qui aide les agents mandataires à se développer sur les réseaux, tout ça. Est-ce que pour toi, c'est indispensable? Est-ce qu'il y a une bonne, une mauvaise façon de le faire? Il y a une bonne façon de le faire. Nous, on l'a fait parce que ça fait partie d'une des briques pour justement être visible. Faire que ça, c'est pas bon. Et être que sur ça, c'est surtout pas bon non plus, à tout niveau. Et médical, j'entends, être sur les réseaux sociaux, tu dois le savoir mieux que n'importe qui. Mais aussi pour le business. Et c'est pour ça qu'on leur a proposé, on a créé une régie en interne, où c'est qu'on leur crée, nous, tout ce qui est visuel, audience, monitoring. Ils ont un accès dans notre outil où on leur reporte les KPI de méta pour leur dire le taux d'impression, le taux d'engagement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est inclus dans ton CRM si je suis agent chez BSK. Il peut déclencher, lui, l'ouverture d'un compte, et puis on lui crée tout. On lui crée les datasets, et puis on le met sur tous les réseaux sociaux. Mais comme on leur dit, pour que ça fonctionne,
faut que tu alimentes tes pages de contenu. Il faut nous envoyer de la matière. Exactement. Et pour alimenter tes pages de contenu, il faut que tu aies des biens. Et ouais, parce que c'est surtout des photos de biens, des biens à la vente, vlog. Ou alors, tu as un exemple. Alors, tu en as plein qui vont là-dedans et qui sont pas mauvais, mais il faut avoir quelque chose, on en parlait tout à l'heure pour certaines personnes, il faut avoir un but bien précis. Ouais. Tu vois ? Il faut avoir un truc à raconter. C'est ça. Dire je peux pas, j'ai notaire, dire que ça. Moi, je suis le client, ok, c'est bien, mais tu vas me saouler au bout d'un moment. Je m'en fous. Je vais te masquer, je vais même unfollow le truc, quoi. Mais si par contre, localement, on me dit ce qui se passe, tu vois, mais même décorréler de l'immobilier, il y a ça qui se passe aujourd'hui. Rénovation de tel restaurant en ce moment. Exactement. Et ravi d'avoir testé ça. Totalement. Et puis, tu vois, aller chercher des mecs qui vont aussi parler de toi. Je pense que même ce qu'on fait nous aujourd'hui, échanger, tu peux le faire à tout niveau. Bien sûr. Et ça peut créer du contenu intéressant pour certains, pour d'autres non, mais localement. Tu vois, moi, j'ai la vue quand même très locale. Alors même si on est très national, je pense que la force pour que nous, on continue à être bon au national, c'est qu'on ait des gens, des ambassadeurs locaux. Implantés locaux. Exactement. Pour toi, un agent immobilier qui habite à Toulouse et qui vend des biens à Paris, puis un coup à Marseille, etc., bon, à la limite, c'est un très gros broker qui fait, je sais pas, du local indus ou des trucs comme ça. Pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas du tout. Non, sinon, ça fait penser, tu sais, un peu à ces restos en bord de mer qui te font sushi, pizza, salade, tu vois, tacos. Donc, en principe. Si t'as un super emplacement. Oui. Tu vas tourner parce qu'il n'y a que toi et qu'on n'a pas le choix. Exactement. Mais depuis qu'il y a TripAdvisor et tout ça, quand même, tu peux vite te faire mal. Ouais. Et je crois que la qualité avant tout, et en tout cas, tu as un produit que tu maîtrises et que tu sais faire, et les gens viennent te voir parce que tu as une expertise sur vraiment une verticale. Sur un truc précis. Je dis pas se spécialiser, mais en tout cas pas s'éparpiller de trop. Est-ce que pour toi, il y a un vrai intérêt, je dirais, au lieu de mettre en avant une entreprise, c'est ce que beaucoup de gens font l'erreur de faire des pages d'entreprise, par exemple. Et si on regarde les stats, on sait que les gens suivent la vie d'une boîte, s'en foutent pas mal, suivent la vie d'un mec ou d'une nana, ça les intéresse beaucoup plus. Est-ce que pour toi, quand on est agent immobilier, qu'on veut mettre du contenu sur les réseaux sociaux, il faut quelque part donner une partie aussi de personnel, personnifier le truc, quoi? Tu sais, ça vient un peu de toutes les émissions qu'il y a eu à l'époque, Love Story, etc. Le côté un peu voyeur, tu vois. Je crois qu'il y a un côté très voyeur. Hein. Ah ouais, tout à fait. Il y a un côté où c'est que quelque part, quand tu commences à dévoiler ta vie, même si tu sors du métier dans lequel t'intéresses encore plus les gens. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple, le gars, il est suivi parce que c'est un expert de l'IMO, mais à un moment donné, tu vas le voir en vacances. Je sais pas pourquoi, mais t'as envie de savoir, quoi. Ouais. Et pourtant, moi, je suis pas le genre de mec qui se perd. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il dit et finalement, on adore ça. C'est fou parce que d'un côté, tu te dis, tu vis par procuration. Ouais, c'est presque un peu pervers, mais. Ouais, et puis tu te dis, mais attends, j'en ai pas assez dans ma vie pour m'intéresser à celle des autres. Mais d'un autre côté, ça te fait du bien. Et je crois que quelque part, il faut savoir jouer aussi un peu avec ça. Ouais. Et il faut qu'ils comprennent que, ouais, il y a le métier, oui, il y a l'entreprise, mais le fonds de commerce, c'est avant tout une personne, quoi. Ouais. Moi, je m'intéresse aux gens. Tu vois, j'ai mon banquier, pas parce qu'il est à telle banque, c'est parce que c'est lui que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? L'autre jour, on me disait, t'as acheté tes chaussures sur ce site-là parce qu'il distribue la marque. Je dis non, je l'ai acheté dans ce magasin parce que j'aime bien cette nana-là. Ouais. Tu vois? Donc, tu peux capitaliser. Ah ouais, tu fonctionnes comme ça beaucoup. Ouais. Pas pour sauver le commerce de proximité, même si oui, c'est un truc, mais parce que, je sais pas, pour les gens. Ouais. Tu vois, en fait, les gens, tu vois une expérience dans ce petit magasin, elle t'offre le café, elle donne un livre à ton fils pendant que tu choisis tes. Ça y est, c'est fini, quoi. Ouais. Et ça lui a coûté quoi? Une capsule à 10 centimes et un petit livre pour un gosse pour qu'il soit sage pendant que tu. Et ça y est, le truc est fait. Ouais, c'est vrai. Elle te met dans un logiciel, par contre, à ce moment-là, pour t'envoyer un petit truc à ton anniversaire, ça aussi, tu vois. Ils le font pas assez, je veux dire. Moi, quand je prospectais, je notais tout, quoi. Et oui, mais votre fils, vous avez des enfants, oui, mais il est pas là, il est à Lille, il est dans une école de tu commerce. prenais des notes et tout. Et quand je revenais, je me mettais les trucs les plus improbables, mais elle me disait que son chien était parti chez le veto. Je revenais, je disais, au fait, je venais juste voir si le chien allait mieux. La personne, elle est touchée en plein cœur, quoi. Ah, bien sûr. Donc, d'un coup, j'étais un amoureux des animaux. Et alors, est-ce que c'est d'être faux que de faire ça, ou est-ce que c'était d'être un commerçant? Je pense que c'est les deux. C'est les deux. Tu peux pas te forcer, mais il faut aussi forcer un peu le truc, quoi. Bien sûr. Ouais, donc de créer une relation vraiment humaine. Exactement. C'est pas que donner ta carte autant de fois que tu veux. J'ai fait, et c'est véridique, j'ai eu un lot de 250 cartes sur Vistaprint que j'ai fait à l'époque. Okay. Je n'ai jamais refait de carte de visite, j'ai même pas une carte PM, j'ai rien. Ouais. Je pars du principe que la personne, au pire des cas, tu vas t'échanger un numéro et ta carte, je le vois encore aujourd'hui, on m'en a filé une hier, elle est restée dans ma chambre d'hôtel, et puis tu vois, c'est terminé. Putain, si j'en ai besoin, je vais la demander, mais je vais le retrouver sur les réseaux sociaux, puis je vais trouver le moyen d'eux. Donc oui, il en faut, mais je crois qu'on doit pouvoir se rappeler de toi d'une manière différente. La chose, il faut être
singulier un peu dans la vie. Il faut cultiver sa différence, tu vois. Il faut accepter. Et tu vois, pendant bien longtemps, j'en reviens à ce que j'étais. Pas de diplôme, pas de réseau, pas d'argent, rien que dalle. Donc j'ai été... je me sens beaucoup de culpabilité sur le truc. Tu vois. Et puis en fait, il y a un moment donné où c'est quand tu assumes le fait d'être vraiment différent, tu te rends compte que quelque part, c'est peut-être pour ça que ça a marché. C'est parce que tu as une différence. Donc ces gens-là, qui ont tous des parcours très différents, il faut qu'ils arrivent à savoir pourquoi ils le sont et c'est quoi leur différence, et de ne pas être dans un conforme, trop conforme, un uniforme, etc. Respecté, respectable, mais tu vois, de pousser le truc, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Un agent immobilier que j'admire beaucoup, peut-être que tu dois connaître, qui s'appelle Ryan Serhant, aux États-Unis, qui a fait une série il n'y a pas longtemps qui est sortie sur Netflix. Moi, que je suis depuis quasiment 10 ans, je crois. Ça a été un des premiers à faire des vidéos sur YouTube, et notamment des vlogs. Ouais. C'était que des vlogs. Toutes ces vidéos, complètement dingue, d'ailleurs, les trucs. Ouais, complètement dingue. Le mec a une personnalité incroyable. Et il a eu un parcours que je trouve assez atypique et assez beau. Il était agent immobilier au départ pour des biens classiques. Après, il est devenu agent immobilier pour des biens de prestige. Il a toujours travaillé en petite équipe et il faisait des énormes chiffres d'affaires parce que c'était des transactions énormes à New York. Et après, il a décidé de créer vraiment une enseigne qui s'appelle Serhant, avec des bureaux, avec beaucoup de collaborateurs, avec une enseigne d'agence qu'il essayait de répartir partout sur le territoire. Et il n'y a pas longtemps, il a fait une interview sur un plateau de télé où il disait que malgré qu'aujourd'hui, il ait, je ne sais plus combien de dizaines ou de centaines de collaborateurs, il n'est pas forcément plus heureux que quand il avait ses 3-4 copains avec qui il bossait. Il gagnait peut-être un peu moins d'argent, il était peut-être un peu moins connu, mais au final, il avait moins d'emmerdes. Est-ce que toi, si c'était à refaire, tu referais tout pareil? Est-ce qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui en 2025, tu dis non, moi, je fais mon truc, j'ai moi, éventuellement une assistante, un assistant, 2-3 copains commerciaux qui bossent avec moi et on est en position rapprochée, ou plutôt en grande équipe comme vous êtes aujourd'hui? Alors tu vois, d'un côté, je me dis, c'est très bien comme ça parce que c'est plus simple de gérer une grosse boîte qu'une petite. Ah ouais? Ouais, je trouve ça beaucoup plus facile, beaucoup moins difficile de gérer. Tu penses que le patron de Total, c'est beaucoup plus facile pour lui que pour le patron d'une TPE, d'un mec qui a 10 artisans? Mais le plombier qui a 3 salariés, c'est le pire truc. C'est le pire? Bah ouais, c'est le pire parce que ces 2 mecs, ils vont changer tous les ans. Donc, il doit être au four, au moulin, il doit être le comptable et le mec qui fait le market, il doit tout faire et il n'y arrive pas. Donc, c'est très compliqué. Il compte les jours, les mois se touchent et c'est toujours. Quand c'est plus gros, tu as une certaine inertie. Alors, oui, too big to fail, oui et non, parce que si tu gères un bon père de famille, je pense que tu peux toujours prévoir un peu. Tu vois, on a passé des moments compliqués avec ce qui s'est passé, l'économie mondiale, etc. Mais on n'a pas transpiré pour un sou parce qu'on avait dimensionné quelque part nos dépenses, tu vois, à un matelas de sécurité, etc. À une boîte beaucoup plus petite. Tu vois, moi, je veux dire, la boîte, elle est dimensionnée. Certains te disent, mais chez eux, ils sont 200 salariés. Ok. Moi, chez nous, on est 50. Mais on sait faire autant. Et dans un moment qui est compliqué, on n'aura pas besoin d'aller supprimer 150 personnes parce qu'ils ne sont pas là pour grand-chose, tu vois. Donc, je pense que j'aimerais, dans une autre vie, dans une prochaine vie en tout cas, si je devais faire, ça serait avec quand même moins de structure. Parce qu'il y a quand même le poids de la structure un peu. Ouais, et puis l'inertie du gros bateau, quoi. Ouais, le gros truc que tu peux plus trop freiner. Demain, tu dis chez BSK, on arrête de faire ça et on fait ça. Oui. Dire, avant que tout le monde soit au courant et que tout le monde se mette en ordre de marche, c'est compliqué. Les conseillers, ils sont tous à Toulouse dans ton bureau de 20 mètres carrés. C'est plus facile. Et puis tu as aussi le truc où c'est que quelque part sur les réseaux, tu vois des gens se dire ok, moi c'est bon, pendant un mois je vais partir vivre à Bali, etc. Tu sais quoi, il y a des fois où c'est que j'y pense. Mais je peux pas. C'est vrai. Je peux pas. Je peux pas parce que je sais pas si je le ferai, mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, je me suis toujours dit, j'aimerais faire un tour du monde. Est-ce que c'est trop tard aujourd'hui? Mes enfants ont grandi, maintenant c'est le collège, etc. Je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que quand t'es seul, t'as des trucs qui sont plus compliqués à gérer, mais tout repose sur toi. Moi, j'adorais être seul, parce que quand t'es seul, en fait, t'as l'impression, tu fais tout, et c'est ce qui te forme énormément. Donc, peut-être un truc, tu vois, où c'est que t'es quand même relativement seul, une assistante peut-être, et puis tu peux en faire quasi autant. Je pense comme que tu peux faire profession libérale un petit peu. Exactement. Pour toi, c'est vraiment le c'est ça. Bon modèle. Okay. Tu fais partie des gens qui ont une boîte, qui ont grossi vite, avec des responsabilités qui sont arrivées forcément sur tes épaules, parce qu'en tant que dirigeant, c'était un peu le patron, le dirigeant, le cautionnaire aussi, si jamais il y a des crédits derrière. Sur le plan perso, comment tu as vécu le truc, toi, à l'intérieur? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été vraiment un long parcours du combattant? Au final, ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait sans s'en rendre compte. Après, ce qui est sûr, c'est que tu vois, tu ressens quelque part les coups qu'après.
Ouais. Tu vois, un peu comme tu es dans une bagarre et tu vois que tu t'es fait mal, que tu es ouvert dans le dos. Sur le coup, tu t'es dit, je bûche. J'encaisse, j'enquille, j'y vais. Puis après, tu sens quand même que ça a eu quelques impacts. Tu parles sur toi, sur tes proches? Sur le perso. Ok. Sur le perso, donc forcément, je veux dire, si tu as des enfants au même moment, tu vas quand même pas trop les voir. Et donc, faut arriver à se dire, Dieu sait que je les aime, mais j'ai fait un choix, faut que j'aille au bout, et je peux pas faire deux choses. Tu vois, je parlais avec une copine hier, et elle me dit, à un moment donné, il faut assumer, quoi. Je voulais être la maman qui s'occupait de le soir, et aussi l'entrepreneuse qui développe des activités à Paris, à Dubaï, etc. Mais j'ai voulu faire les deux. Puis, quand j'étais avec mes gosses, j'étais sur mon téléphone. Quand j'étais au boulot, je pensais à mes gosses. Voilà, donc je me suis dit, j'ai dit, ok, mes enfants, il y aura peut-être une nounou le soir qui va les récupérer, qui va les mener à l'école, et puis moi, je vais aller à fond dans mon projet et je serai une personne accomplie et heureuse qui me permettra d'être bien à la maison, et c'est ce choix que j'ai fait. Ok. Aujourd'hui, c'est différent. J'arrive à consacrer plus de temps, tu vois, à ma famille, et beaucoup plus de temps à mes enfants, même s'ils en voudraient toujours plus. Tu vois, mon fils m'a dit l'autre jour, c'est nul d'avoir un papa patron. Donc j'ai creusé le truc, ouais. Et j'ai dit, non, il me dit, je voudrais pas être patron parce que quand t'es fils de... C'était énorme. Quand t'es fils de patron, incroyable. Il a 6 ans, il me dit, quand t'es fils de patron, tu vois pas trop ton père. Bon, t'as un côté où ça te fait mal. Ça t'a touché ? Ouais, ça fait mal. Ouais. Et puis après, je lui ai dit oui, mais j'ai dit, mais en fait, ton père aussi, s'il fait ça, c'est peut-être pour être bien, tu vois. J'ai dit, parce que toi, j'ai dit, c'est nul d'avoir un fils qui fait des cabanes dans les arbres toute la journée et qui me pète les branches de mes arbres. Mais si mon fils, il est heureux, j'ai dit, tu vois. Donc j'essaie de faire les choses pour comprendre, mais t'as toujours un dommage collatéral. J'ai eu la chance de lancer tout ça quand j'avais pas d'enfants, donc du coup, je pouvais m'y mettre à fond. Puis la boîte a beaucoup grossi quand j'ai eu mes enfants. En même temps, quoi. Enfin, quand ils étaient petits. Ouais, en même temps. Et ça a été aussi un moteur, parce qu'il y a des fois où t'as envie d'abandonner, mais tu peux pas, et puis t'es le créancier. Ouais. Et il faut payer. Ouais. Et pour payer, il faut bosser. Ouais. Donc, quelque part, des fois, le meilleur moyen de devoir bosser, c'est de te mettre des crédits dessus, tu vois. Ouais. Il y a aussi un côté, quand on parlait de levier tout à l'heure, le fait d'aller emprunter à la banque, c'est aussi de te mettre à risque. Bien sûr. Et le fait de démarrer une boîte et d'y voir gros, grand et de prendre des risques, c'est aussi une obligation. Bien sûr. De devoir taper fort dedans, quoi. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé avec ta compagne ? Moi, je sais qu'on me pose souvent la question, qui est une vision assez peut-être vieille France du truc, une famille de petites filles, etc. Et puis qui bosse avec les gens de ma famille. Est-ce que toi, déjà, ta compagne a déjà bossé avec toi ? Elle a bossé, et puis on a arrêté. C'est vrai. En fait, il y a un moment donné où c'est que c'était devenu très compliqué de recruter parce qu'on allait très vite. Je veux dire, on est passé de 500 à 1000, à 1000 à 2000. On a fait 2000, 4000 en l'espace de 12 mois. Donc ça va tellement vite que tu mets plus de temps à recruter des salariés qu'à intégrer des mandataires dans ton réseau. Donc à un moment donné, je lui ai dit, elle était dans le dentaire. J'ai dit, écoute, faut que t'arrêtes. Est-ce que tu veux arrêter ? Ça faisait 12 ans. Elle me dit, mais moi, arrêter, c'est toute ma vie et tout. Elle a quand même arrêté. Ok. Elle est venue. Ça a duré 2 ans. J'ai senti que c'était le moment ou jamais pour c'était le couple y passait. Okay. Voilà, donc on a eu la présence d'esprit de se dire... Il y a eu un moment de difficulté. Ouais, il y a un moment de difficulté. Et donc assez d'intelligence pour dire, écoute, on fait machine arrière, mais c'est pas ce qui doit marquer la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc t'as toujours des trucs qui se passent comme ça dans ta vie. Il y avait quand même la priorité restait nos enfants à ce moment-là. Donc les petits ont senti un peu l'orage, tu vois. Okay. Mais on a essayé de préserver le truc. Et puis c'est un peu la renaissance et t'essaies de reconstruire après derrière tout ça. Mais ça va, la priorité aux enfants. Donc aujourd'hui ils vont bien, tout va bien. C'est le principal. Ouais, c'est ce qui compte. Ouais. Si t'avais dû lâcher un truc en cours de route, quand je parle de lâcher un truc, je parle niveau boulot. Le recrutement, la finance, la comptabilité, la stratégie. Est-ce que là, avec le recul, tu te dis, j'aurais peut-être dû prendre un CEO plus tôt, j'aurais peut-être dû plus déléguer la partie RH et moins me faire chier avec les entretiens ? Est-ce qu'il y a un truc... Moi, j'ai adoré tout faire au départ, tu vois. Ok. Parce que je me rappelle. Le côté multicasquette, quoi. Ouais, et puis de toute façon, je pouvais pas payer. Et puis j'avais un pote qui était restaurateur, et quand j'ai monté ma boîte, il était à son 2e ou 3e resto. Okay. Et puis un jour, j'arrive chez lui, et puis il faisait des pizzas, et je dis, mais qu'est-ce que tu fais Seb, tu fais des pizzas ? Il me dit, mais je suis obligé de faire des pizzas. Il me dit, parce que si tu fais pas les pizzas, et que tu comptes sur ton pizzaiolo, et qu'il te plante parce qu'il a une angine, il dit, tu fais quoi toi, tes tables ? Et je dis, mais donc il me dit, donc j'ai appris à faire des pizzas. Il me dit, et puis j'ai appris à faire la base de ma compta. Et donc en fait, ce gars, le jour où il m'a dit ça, j'ai compris qu'il fallait pas être le meilleur dans tout, mais il fallait arriver à se suffire un peu de toi sur pas mal de domaines. Et t'as un sport que j'ai fait pendant des années, pendant 7 ans, qui résumait bien la chose. C'était le crossfit. Le jour où j'ai découvert ce sport, je rencontre un mec, le coach, Loïc, et il me dit, il dit à tout le monde, bon, le crossfit c'est quoi ? C'est de l'endurance, c'est de l'athlétisme et c'est de la force. C'est tout, quoi. Voilà, c'est tout. Mais le marathonien
qui est très bon marathonien sera très mauvais au crossfit parce qu'il sera mauvais en endurance et en force, etc. Et donc, il faut être le meilleur moyen des 3 catégories. Ok. Et donc, je me suis dit, en fait, dans une boîte, c'est pareil. Il faut être le meilleur des moyens à la compta, le meilleur moyen au marketing, au SI. Moi, j'ai appris l'informatique au moment où j'ai eu mon premier technicien, mon premier développeur. J'ai adoré ça. J'avais monté une boîte là-dedans, j'ai revendu. J'ai eu de très beaux projets là-dedans. J'aurais aimé me mettre là-dedans, d'ailleurs, parce que je trouve que les mecs, c'est un peu comme un artisan, un maçon qui construit quelque chose. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ouais. Mais moi, et d'ailleurs, je leur dis, mais vous avez vu ce que vous faites, hein. Et puis, ils se rendent pas compte, tu vois. Ouais, D'ailleurs, souvent, les grosses startups là-dedans sont toujours accompagnées d'un CTO, d'un gars qui est dans la tech, et il a un gars qui est très sales, qui vient s'adosser au projet. Commercial. Ouais. Parce que seul le technicien, tu vois, il n'y arrive pas. Il a besoin du gars qui va venir l'imaginer, le vendre, tu vois. Donc, j'aurais peut-être la seule chose que j'aurais pu faire peut-être c'est trouver quelque part un second un peu plus tôt, mais c'est une lourde tâche parce que j'ai essayé et je me suis rendu compte que quand on demande beaucoup à quelqu'un, t'as du mal à trouver la personne qui va s'investir autant, quoi. Donc pour toi, le chef d'entreprise, c'est pas le violoniste, c'est pas le contrebassiste, c'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre, exactement. C'est pas l'expert de tel domaine. Non, et il doit pas, parce que si tu recrutes quelqu'un qui vient pour son expertise et que tu lui dis, attends, je sais, c'est un peu les problématiques RH que je gère aujourd'hui. Tu prends des managers et tu as des managers qui arrivent en disant à leur gars, en N-1, non mais c'est bon, je sais, c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, si les gens s'expriment pas, bien sûr. Mais ils restent pas. Tu vois, donc, des experts dans chaque domaine, et puis toi qui viens arbitrer le truc. Et des fois, c'est des décisions douloureuses pour une personne de dire, écoute, ton truc, il est nul. Et moi, d'ailleurs, j'ai pas de problème avec ça. De dire à un gars, ce que tu me proposes, c'est naze, quoi. C'est pas naze pour moi, pour Lionel, c'est naze pour la boîte. Donc, on va pas le faire, quoi. Maintenant que tu as passé le cap d'une boîte qui a grossi, qui a des collaborateurs, tout ça, qu'est-ce qui reste pour toi dans ton quotidien la plus grande difficulté, plus grande source de problème? C'est la partie RH. La partie RH? Ouais, la partie RH. J'ai la chance d'avoir des gens, je parle des salariés, pour la plus grande majorité, même quasi tous à date, des belles personnes. Bonnes ou moins bonnes, mais très bienveillantes, et un bon groupe de travail. Des gens sympas. Sympa, mais certains ne se rendent pas compte à quel point, quand on vient te voir parce que l'un a son fils malade, l'autre a un problème à sa voiture, etc., tu peux pas tout entendre, quoi, tu vois ce que je veux dire, parce que toi aussi tu as des problèmes, et donc en fait il faut être tous un peu responsables et autonomes. Donc j'ai eu des soucis par rapport à ça que j'ai plus, parce qu'aujourd'hui c'est un peu comme tu passes au tamis. Délégué, ouais. Et puis on a des belles équipes hyper investies, intéressé mais hyper investi, et donc j'ai moins de difficultés, mais c'est vrai que la partie, je pense que c'est un peu pour tous les gars qui ont des boîtes, qui ont grossi, la partie RH, c'est le truc le plus prisonnier, l'humain, quoi. L'humain. Qu'est-ce que tu utilises comme astuce perso pour te ressourcer, tenir le cap? Tu parlais du sport il y a pas longtemps, tu dis que tu faisais du crossfit, peut-être que tu en fais encore? Ah non, j'ai arrêté au Covid. J'ai démarré parce que j'étais en vacances, et puis j'ai une fille qui me voit en photo au baptême de mon fils, et puis elle me dit, mais c'est toi ça? C'était il y a un an. Je dis, ben oui. Madame, mais t'as pris 30 kilos entre temps. Et c'est vrai que je me laissais aller, je travaillais, je dormais au bureau, donc j'avais pris 20 kilos, j'étais dégueulasse. Et donc là, il fallait faire quelque chose. Et donc j'avais toujours fait beaucoup de sport. Et puis là, je rentre à Toulouse, et c'était fin août, et puis je vois une box de CrossFit qui ouvre, je tape à la porte, et puis je dis, ouais, je voudrais démarrer. Le gars, il me dit, ben, dans 1 heure, il y a une séance d'essai. Il me dit, tu peux y aller. Bon, il faut savoir que c'est dans des locaux en général, pas climatisés, porte ouverte. C'était fin août, il faisait 40 degrés. Et j'ai cru que ce jour-là, j'allais crever. Et d'ailleurs, j'ai dit, j'ai besoin d'un certificat médical. Et puis, c'est des mecs à la cool. Je dis, ça va, c'est bon, t'inquiète. Ça va passer. Mais par contre, il me dit, il faut te mettre dans le rouge, parce qu'ici, on n'est pas là pour se regarder dans un miroir et se faire une story. Je dis, ok. Et les gars, ils m'ont poussé à mort. Et donc, là, j'ai retrouvé ce que j'aime, un groupe. Se dépasser et rentrer chez toi quand tu t'es éclaté en deux. Ça a duré 7 ans. Covid est arrivé. Là, il fallait le faire avec un masque délimité. Ça m'a pris la tête. Je lui ai dit, écoute, laisse tomber, c'est plus pour moi. Et donc, je me suis mis à la course à pied, parce qu'avec ça, je pouvais le faire quand je voulais. Tu vois, je finissais à 23h le soir, où je démarrais à 6h, j'y allais quand je voulais. Je me suis mis à fond là-dedans. Et donc, aujourd'hui, tu vois, c'est mon quotidien. Je le fais tous les soirs. Tu vas courir tous les jours? Tous les jours. Ah ouais. Tous les jours. Et tu fais des courses, des marathons? Je fais marathon, semi-marathon. Et puis des fois, je me challenge à vouloir faire d'autres trucs, mais je me dis, ok, il y a un moment où il faut se détendre un peu. Tu vois, mais je vois des gars de 50, 55 ans faire des trucs de dingue, et je me dis, ben moi, à 40, je dois être capable de le faire. Et donc, c'est une façon de se dépasser. Et ce qui est sûr, c'est que pour moi, je le fais quasiment que le soir. C'est une façon de mettre un arrêt entre mon boulot et ma maison. Et c'est une façon de relâcher le maximum de choses pour être mieux dans ta peau. 24 heures dans la vie de Lionel Pelletier, ça ressemble à quoi?
La semaine Si ou on le fait week-end un planning d'une journée type. Journée, c'est très réglé, moi. Je suis très réglé. Donc À peu près tous les jours, je veux dire, ouais, les mêmes horaires. ouais, toujours. Okay. Et même si j'ai pas vraiment de boulot, je vais être là au même moment. Donc, lever 5h30, 6h. Je trace direct. En fait, je me douche, je me prépare, etc. Je me barre. Donc, tu te lèves tôt déjà. Ouais. Ouais, parce que en fait, tu sais pourquoi c'est venu ça? C'est que quand la boîte a grossi, il y a eu beaucoup de salariés. Et moi, il y a un moment que j'adore dans ma journée, c'est le café. Et ce café, j'ai besoin de le boire seul. Et sauf que quand tu arrives à 8h, tu as déjà beaucoup de monde. Et tu as toujours quelqu'un qui vient te dire, et ça va, et c'était bien hier et tout. Et puis moi, tu es là, et je me dis, attends, il va durer 1 minute ce moment. Et c'est pas que je vous aime pas, les gars, mais j'ai besoin d'être seul. Donc en fait, le seul moyen, c'est d'arriver très tôt, ou d'aller au Starbucks à côté. Donc t'es plutôt de l'école, je commence tôt et je finis un peu plus tôt. Plutôt que je commence à 9h et je finis à minuit. En fait, en gros, je commence, j'arrive vers 7h, l'un à l'autre, entre 6h30 et 7h, et je repars entre 18 et 21, à peu près. En fonction des jours. En fonction des jours. Et des moments, tu vois, où c'est que les enfants, je veux les voir, donc je rentre plus tôt, pour courir aussi, etc. Donc, mais quand même, je vais être présent pendant ce temps-là. Même si je suis à jour, je vais y rester, quoi. Tu vois. C'est le seul truc, par contre, que je voudrais peut-être corriger. C'est si t'as plus rien à faire, vas-y, pars, parce que ça sert à rien, quoi. Le matin, t'as une morning routine, entre guillemets, un truc, moi, une routine soin du visage, non, plutôt même pas. le sport le matin. Non, sport le soir. Sport le soir, j'ai acheté même, tu vois, comment il s'appelle, Miracle Morning, j'ai acheté plein de trucs, j'ai acheté des tas de livres, parce que je me suis dit, il y a certainement un secret. Il y a un secret, et en fait, on a chacun notre secret au fond de soi. Je crois qu'il faut quand même... le tien, c'est quoi? Moi, c'est quelque chose de très régularité, tu vois. Bien rangé. Ouais, bien la vie bien rangée. Bien, c'est de la folie. Et pourtant, je suis tout sauf ça le week-end ou quand je suis avec mes potes. Et d'ailleurs, mes potes, ils me disent, tu dois relâcher là. Et c'est vrai que je fais partie de ceux qui, par contre, quand je bascule de l'autre côté, côté plaisir, je pars aussi fort que au bout. Nos limites. Voilà, exactement. Et donc ça, j'adore. Et c'est ce qui me fait que j'ai des très bons copains et je suis aussi épanoui côté amitié, socialement. Et d'ailleurs, c'est un peu l'histoire de tous les pieds de la chaise. C'est le social, la famille, le boulot, l'équilibre. Donc j'ai quand même beaucoup de rigueur et ça, je le dois quand même à mon entourage au niveau alimentaire, au niveau sommeil, tu vois. Je l'ai trop négligé. Pendant le début de ma boîte, et j'ai vu les impacts de manque de sommeil, j'ai vu les impacts d'une alimentation pas bonne, j'ai vu les impacts de tous ces trucs, de pas de sport, d'être sédentaire. Et ça, je crois que c'est vraiment le truc. Si je devais conseiller quelqu'un qui devait se lancer dans une activité, et même pas, tout court, un gamin ou n'importe qui, c'est déjà, vas-y, soit, et une hygiène de vie la plus irréprochable possible. Et c'est pas dur de le faire. Mais c'est important pour tenir, et encore plus dans les affaires, parce que si tu veux pouvoir être efficace, et pas que pendant 3 mois, mais pendant des années, il faut que la machine elle soit quand même bien nourrie, quoi. Ouais, bien sûr. Trop bien. Pour guise de conclusion, on va dire, l'avenir de Lionel Pétier sur les prochaines années, est-ce que tu as des trucs, des objectifs en tête, des caps? Ça peut être une course à pied, un marathon. Tu te dis, je me suis fixé ça pour cette année. Alors, perso, je me suis fixé. Donc là, je fais un marathon dans 3 semaines à Biarritz. Et puis, je me suis fixé de faire celui de New York cette année. Trop bien. Donc, il y a ça. Donc, il y a des objectifs sport. Objectif perso, faire en sorte que ma famille aille le mieux possible. Tu vois, souvent, je me couche et je me dis santé pour tout le monde. Tu vois, c'est le truc le plus important. Et puis, moi, je pense. Continuer à m'épanouir là où je suis, ou si un jour je m'épanouis moins, trouver quelque chose dans lequel, mais toujours basé sur des rencontres comme celles qu'on a fait aujourd'hui et qui sont toujours hyper enrichissantes. Et c'est au-delà du moment, c'est le soir quand tu te couches, tu te dis putain, mais en fait c'était génial, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je me souhaite. Une morale pour un jeune qui nous regarde, enfin un jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui se dit moi j'aime beaucoup, je suis attiré par l'immobilier, une sorte de conseil de la fin, de morale, un conseil ultime, peu importe ce que tu fais, qui est valable. Pour moi, c'est l'immobilier. S'il aime ce métier-là ou s'il a envie, il y a une vraie justice sociale dans l'immobilier. On est tous capables d'y arriver là-dedans. On peut tous faire. Il faut juste pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Pas se dire j'ai envie d'être Trump demain, tu vois, et acheter un immeuble dans New York ou dans Paris. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et je crois que c'est très vrai. Commencer petit, mais faire les choses bien et faire les choses jusqu'au bout. Et c'est à la portée de tout le monde, dès l'instant où c'est qu'on est investi et loyal et quelqu'un de très régulier, très résilient. Tu vois, donc c'est vraiment, moi je l'ai vu, pas de diplôme, rien que dalle, pas d'argent. J'ai fait un truc qui était plutôt sympa. Accessible, puisque entre guillemets, n'importe qui aujourd'hui sans diplôme peut avoir. Mais justice sociale de ouf. Rentrer des mandats chez BSK, par exemple. Exactement, mais c'est le métier qui permet le plus ça. C'est-à-dire que
c'est un métier où il ne faut pas y aller pour l'argent, franchement, même si souvent on dit c'est un métier où tu veux gagner de l'argent, mais tu peux gagner de l'argent dans tous les métiers. Mais c'est un métier qui n'a pas vraiment de barrière à l'entrée. Donc critiquer parce qu'on dit, mais attends, le plombier, il peut être mandataire. Oui, il peut être mandataire, mais il peut aussi bien faire ce métier. Ouais, bien sûr. Donc c'est à la portée de tous dès l'instant où on y va pour les bonnes raisons et qu'on est quelqu'un de très résilient, quoi. Parce que quand tu prends 50 noms à la journée ou que pendant 3 mois tu fais pas une vente parce que tu vas traverser ce genre de moment, après la pluie, le beau temps, mais pour ça il va falloir que tu te lèves tous les matins à la même heure et te coucher tous les soirs à la même heure et pas faire semblant pendant ces 10 heures qui séparent ces deux moments, c'est d'aller au boulot et au contact, quoi. Trop bien, merci beaucoup pour aujourd'hui et puis peut-être à une prochaine. Yes, avec plaisir.